Donc, j'aimerais commencer ce podcast en essayant de comprendre ce qui a motivé une jeune fille donc de 24 ans, puisque c'est l'âge que tu avais à l'époque, à quitter sa ville natale pour aller se retrouver au milieu de l'océan Indien. Qu'est-ce qui t'a motivé? Eh ben, salut Valentin. Bah écoute, très bonne question. Je pense que tu parles de ville natale, peut-être qu'il faut partir de là. Je viens pas du tout d'une grande ville un peu exotique où il se passe des choses. Je viens d'un tout petit village qui s'appelle Guignon, qui est situé en Saône-et-Loire. Donc pareil, c'est un département un petit peu sous-coté en France, peut-être à juste titre, je ne sais pas. Vous me donnerez vos opinions. Mais pour les footix qui nous écoutent, Guignon fut jadis célèbre parce qu'on a gagné le PSG. Ah oui, oui. Voilà, parce qu'il y a une équipe de foot qui s'appelle le FCG, donc Football Club Guignon, les Forgerons, on nous appelle, parce qu'il y a aussi une usine d'acier inoxydable qui fut la fierté des années 70, je dirais. Et depuis, il se passe plus grand-chose. Voilà, il y a plus de vaches que d'habitants, il y a une population gériatrique qui est grandissante. Et c'est vrai que j'ai dû partir déjà pour mes études donc à Vichy, et j'avoue qu'une fois que j'avais goûté à la ville, j'avais pas spécialement envie D'y de retourner. revenir dans ma ville natale. Et La Réunion, ça a été vraiment un concours de circonstances, une opportunité. Je pense qu'il faut souligner qu'on a la chance en tant que personnel libéral de santé de pouvoir bouger assez facilement dans les dom-toms. Et c'est vrai que du coup, ben, j'ai eu l'opportunité de pouvoir m'installer. Et ce qui m'a décidé pour La Réunion, c'était notamment le fait que ce soit extrêmement peuplé de sportifs. En fait, à l'époque, j'avais fait une petite recherche sur Wikipédia pour voir le nombre d'Olympiens issus des dom-toms, et c'était La Réunion qui avait le plus d'Olympiens. Donc je me suis dit, bon, bah, il y a un vivier sportif et moi je voulais juste faire de la kiné du sport. Donc je suis partie là-bas et je ne suis jamais rentrée. J'avais dit à mes parents, bon, bah, mon plan A c'est ça. Si j'aime pas ou si ça se passe pas bien, je rentre. Et puis bah, ça fait 7 ans cette année. Donc voilà, Ils attendent toujours le retour? j'embarque sur ma huitième année. Tout à fait, voilà. Ils Ils viennent attendent me voir toujours, ok. maintenant. Et du coup, tu as trouvé ce que tu Voilà. voulais à La Réunion, c'est-à-dire c'est effectivement un départ, enfin, un endroit où il y a énormément de sportifs, ouais? Est-ce que la Ouais, réalité... du coup, département français d'outre-mer. Et vraiment, je pense que bon, bah, il y a un exode des kinés qui est réel là-bas, qui fait même une surpopulation de kinés qui est absolument hallucinante. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de, disons, de mouquettes, on appelle ça, mais un peu de moquerie sur le côté oreilles, tu viens, tu prends une coloc et tu repars un an plus tard. Donc voilà, ça fait un peu sourire parce que j'y ai contribué du coup. Et maintenant que je suis installée, bah, c'est vrai que c'est un territoire qui est extrêmement sportif. Et en fait, il y a énormément d'opportunités. En tout cas, moi, j'ai pu rentrer à la Ligue d'athlétisme réunionnaise. Du coup, j'ai eu la chance de partir aux Jeux des jeunes à l'île Maurice en 2022. Et puis, ouais, il y a énormément de population qui est vraiment active. Donc, bien sûr, il y a une population, on va dire, non sportive aussi, hein. Mais franchement, c'est une île incroyable. Je pense que tous ceux qui ont pu venir en vacances ou qui ont vécu une partie de leur vie peuvent en témoigner. Et j'ai trouvé ce qui me correspondait. En tout cas, je suis très heureuse ici et pour le moment, je compte pas partir. D'accord. Bon, bah, les parents vont continuer à attendre alors. Et Voilà. qu'est-ce qui a été du coup le plus difficile pour toi dans cette nouvelle vie? Parce que du coup, tu pars d'un petit village, tu te retrouves Ouais. sur une petite île, tu me diras, elle est pas très grande non plus, mais c'est complètement autre chose, quoi. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Ouais. Franchement, ça a été incroyable. La plus grosse, j'ai même pas envie de te dire qu'il y a des choses qui ont été difficiles. D'accord? Juste quand tu prends ta valise et que tu viens toute seule, donc j'avais pas de conjoint, j'étais venue avec une copine en vacances, elle est partie, je suis restée toute seule. J'ai découvert à quel point les gens étaient gentils. Alors non pas qu'ils sont méchants chez moi, déjà que personne ne vient chez moi dans ma ville natale. On va vraiment plus avoir personne en Saône-et-Loire. Mais en fait, j'ai découvert à quel point bah, ici, en fait, la population locale, donc les Réunionnais, sont d'une extrême gentillesse. J'ai eu des mains tendues de la part des patients qui étaient juste incroyables. Peut-être que je les aurais eu n'importe où en France métropolitaine ou dans n'importe quel dom-tom, mais les gens te disent bonjour, ils sont hyper souriants. Et ça a été le côté extrêmement, on va dire, facile de la chose. C'est que, franchement, la population est juste incroyable, les Réunionnais sont incroyables, il y a une culture qui est incroyable et qu'en fait, quand tu commences à soigner ces gens-là, tu leur poses des questions, tu viens à domicile, chez les petites gramounes, on appelle ça, donc les petites mamies des hauts, bah, en fait, tu baragouines un peu en créole et en fait, bah, tout le temps des fruits sur la table, tout le temps une petite histoire, une petite pensée, bah, repose-toi, ta mauvaise mine, enfin bref. Franchement, c'était vraiment incroyable humainement parlant. Ça m'a permis de m'ouvrir beaucoup plus aux autres et aussi de me rendre compte que c'est pas un dû en tant que métropolitain. C'est pas parce qu'on a la chance de pouvoir venir ici aussi. En fait, il faut rester conscient que c'est
tu vois, ça m'a permis de comprendre mon histoire aussi en tant que Française métropolitaine vis-à-vis de la population locale native ici. Je t'avoue que moi, ça m'a permis de vraiment me reconnecter avec mes racines et aussi comprendre que ben, le passé de la colonisation, il est encore parfois présent, que parfois on peut être un peu maladroit. Quand on essaye parfois de parler créole, ça peut être mal vu, mal interprété. Enfin, tu vois, moi, ça m'a permis aussi de comprendre ce qui se joue sur des siècles d'histoire où tu as l'impression que ça ne te concerne pas. Toi, tu veux juste aller à un endroit du monde où il fait plus chaud, où il y a du sport, et en fait, tu te rends compte que tu es déjà extrêmement privilégié de pouvoir faire ce genre de choses. Donc, Ouais, je pense que c'est plus ce côté-là où je me suis rendu compte de mes privilèges, où c'est pas un moment confortable de ta vie où tu te rends compte qu'en fait, naître blanche européenne, c'est un privilège par rapport à d'autres endroits du monde. Et juste, par exemple, pour le privilège de pouvoir faire des études, pour avoir le privilège de bouger, avoir suffisamment d'argent pour pouvoir se dire, OK, je claque tout et je pars, bah, n'empêche que ça nécessite un certain nombre de ressources financières. Et c'est vrai que ce pas de côté, il n'a pas été confortable, honnêtement, hein. Tu te rends compte, je sais pas, c'est de la maturité. En tout cas, je me suis pris une sacrée claque après un voyage en Afrique du Sud et pas mal de conversations avec des amis réunionnais. Et je trouve que c'est important aussi, vu le nombre de kinés qui passent par là, d'insister sur ce point. Je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie nos privilèges, même si on a tous nos difficultés. Mhm. Avec ce qui s'est passé à Mayotte, c'est important aussi. Donc Mayotte vient de vivre un cyclone d'une extrême violence et Mayotte est complètement dépouillée à l'heure actuelle. Donc déjà qu'ils avaient une crise de l'eau majeure, bah, quand tu es métropolitain, tu as la chance de pouvoir, ouvrir les guillemets, rentrer chez toi. Et en ouais. fait, faut jamais l'oublier. Et je pense qu'il faut être, quand on vient dans les dom-toms travailler, il faut être conscient de ça. Voilà, désolée pour mon rabat-joie, mais c'est Non, non, mais important c'est pour moi. important. Non, non, bien sûr, c'est important, c'est important. En plus, c'est une réflexion qui est hyper pertinente. C'est vrai que, bon, moi, du coup, je fais partie de ces personnes qui sont venues en vacances plusieurs On fois s'est à La croisés, Réunion. Voilà. effectivement. Donc, je peux en témoigner effectivement, de l'environnement bienveillant, sportif Ouais, et vraiment très gentil de La Réunion. Et moi, je m'étais fait la réflexion parce que tant qu'à venir à La Réunion, j'avais visité aussi Madagascar. Et c'est vrai que là, tu prends une claque parce que tu te dis, en fonction de l'endroit où tu nais dans le monde, c'est ça. c'est ta vie, c'est T'es pas juste du bien tout la né. même. Exactement. C'est pas du tout la même. Tu nais en France ou tu nais à Madagascar, déjà ta vie, tu sais déjà que ce sera pas la même, quoi. C'est pas. Donc c'est vrai que Exactement. c'est quelque chose qui est important de rappeler. Et même si, bon voilà, on est que de passage sur l'île, il y a des gens qui restent et du coup, il faut essayer de s'en occuper du mieux possible, du mieux possible. Ouais. Et dans les choses qui t'ont poussé à aller à La Réunion, donc il y avait l'environnement sportif. Aujourd'hui, tu fais de la recherche. Est-ce que déjà à l'époque, c'était dans tes idées quand t'es parti ou pas encore? Alors, moi, mon plan quinquennal, je fonctionne énormément comme ça. J'ai une espèce de campagne présidentielle tous les 5 ans que je fais dans D'accord. dans ma vie, tu vois, pour m'organiser. Je voulais être kiné dans une équipe sportive de haut niveau. Donc, il faut savoir que j'ai échoué au port du haut niveau. C'est pas facile aussi à admettre, mais Comme, j'étais gardienne de but ah, en tant qu'athlète. au handball, Ok, ouais, ok. en tant que sportive. Et en fait, il faut savoir que je fais 1,50 m, allez, 1,53 m. Et quand on est gardienne de but, c'est pas hyper pratique. Disons que bah voilà, l'anthropomorphie compte beaucoup dans la détection des talents. Et D'accord. effectivement, les portes du pôle espoir se sont fermées pour moi. Et ça a été la désillusion de ma vie, honnêtement, à cette époque, hein, mon petit monde de 16 ans tournait autour du handball. Donc franchement, ça a été hyper difficile. Mais je me suis un peu jurée sur moi-même, donc ce jour-là où j'ai reçu la lettre, en me disant, peu importe comment, je trouverai une manière de retrouver le chemin du sport de haut niveau, je trouverai une manière d'être sur les compétitions qui me font vibrer, je trouverai une manière de continuer à me nourrir de ces compétitions, etc. Peut-être pas en tant que sportive. Et du coup, c'est la kiné du sport qui a été mon moteur, en fait, tout au long des études et puis même pour venir à La Réunion. Et à l'époque, en fait, donc c'était post-Covid, voilà, je pense qu'on s'est tous retrouvés aussi avec pas mal de temps pour penser. Je me suis dit, bon, bah, j'ai toujours envie de ça. Comment je fais pour partir d'un environnement où on parle français avec un diplôme français? Comment je me débrouille pour pouvoir partir à l'international un jour? Donc je me suis dit, ok, on a une maquette universitaire qui est un peu mieux reconnue que la maquette de notre diplôme d'État. Donc peut-être que si je reprends un master, j'aurai plus de facilité pour avoir une équivalence internationale. Et donc j'ai repris un master. Donc les opportunités font que ça s'est fait à La Réunion. Et dans mon idée, moi, je voulais partir en Women NBA, tenter ma chance pour devenir kiné d'une équipe sportive féminine. Donc, c'est déjà quand même autour de la femme. Et je me suis dit qu'avec un master en sciences du sport,
avec un petit stage à l'international, peut-être que ça me permettrait de m'ouvrir les portes. Et en fait, j'ai eu beaucoup de flair et beaucoup de timing. C'est que du coup, la période de mon stage s'est faite pendant le Covid. Donc, j'ai absolument Ouais. pas pu bouger. Et, Euh, euh, et du coup, ça a été un peu un projet avorté. Ouais. Et par contre, c'est là où j'ai découvert la recherche, un peu plus poussée que ce que j'avais connu à l'école de kiné, même si on avait un mémoire, j'ai fait un mémoire de recherche à l'époque déjà en réa néonate, alors absolument rien à voir avec la kiné du sport. Mais à l'époque, on pouvait faire des mini-protocoles dans notre stage. Donc j'avais déjà choisi ce truc-là, j'avais bien aimé. Et je me suis dit, bon, bah, en découvrant le master, en plongeant dans la littérature, en fait, ça a été un coup de cœur. J'ai adoré. J'ai réussi à avoir un stage à distance avec une Australienne, qui d'ailleurs est toujours dans mon projet de thèse à l'heure actuelle. Et en fait, il y a une espèce d'alignement des planètes, des étoiles. J'étais en mode étoile dans Mario Kart, tu sais, là, le truc où tu as les boosters et tout. Tout va Tout est bien. allé non, mais tout est allé extrêmement vite et en fait, en peu de temps, il y a eu l'opportunité d'un financement, carte blanche sur le sujet de thèse et une direction de thèse qui était prête à me suivre. Donc, mon directeur du mémoire de recherche en master qui me dit si tu veux poursuivre, déjà, on t'encourage et on est prêt à te suivre. Et en fait, je me suis un peu retrouvée en mode bon, bah, moi, je voulais juste aller en MBA, les gars. Bon, bah, écoutez, avec un master, si ça marchait, peut-être qu'avec une thèse, ça marchera tout autant. Et donc, bah, j'ai saisi l'opportunité et du coup, je me voilà en deuxième année de doctorat sur l'île de la Réunion en STAPS, donc Ah, sur le ben, sujet du cycle menstruel et de la performance sportive. ouais, mais ça Voilà, d'ailleurs, voilà. on va l'aborder parce que peut-être que les auditeurs ils sont en train de se dire qu'on fait un podcast sur la Réunion. Non, l'idée c'est qu'à un moment donné, on va quand même Grave. parler, on va quand même parler du sport et de la femme, mais Ouais, le but ouais, c'est de poser un peu le contexte. Donc en fait, quand même, mine de rien, le problème de timing qui a fait qu'il y a eu le Covid, quelque part, ça t'a aussi permis d'avoir l'opportunité derrière de faire exactement. cette recherche. Donc peut-être c'était un bon timing en fait. Écoute, je pense que dans la vie, il y a des portes des fois qui s'ouvrent toutes seules et celle-là, franchement, elle a été vraiment, ça a été un boulevard quand je vois la difficulté d'un financement de thèse, en fait, qui est plutôt la réalité actuelle. Je pense qu'il y a des opportunités dans la vie, il faut juste les saisir et clairement, là, c'était l'une d'entre elles. Donc, je regrette pas et comme tu dis, cet échec s'est transformé en opportunité qui m'amènera probablement, si un jour j'ai envie encore d'aller en Women NBA, peut-être que c'est pas si impossible que ça, encore moins qu'avant. Donc, voilà, Ouais, on ouais, c'est verra. affaire à suivre, affaire à suivre. Et là, du coup, Ouais. tu disais que tu fais ton projet de recherche, il est sur. Alors, je vais te laisser le répéter. C'était la femme et la performance sportive, c'est ça? Et l'impact d'un entraînement périodisé selon le cycle menstruel sur les performances neuromusculaires de la femme sportive, effectivement. Ok. Et pourquoi, avant d'aller en profondeur sur le sujet, pourquoi cet intérêt pour la femme dans le sport? Euh, Ouais. Question peut-être un peu cliché, mais est-ce que c'est le fait d'être une femme? Est-ce que c'est le fait de te rendre compte que en cherchant ou en ayant vécu une carrière sportive en tant que femme, tu t'es dit il n'y a pas assez de données ou on n'en sait pas grand-chose en fait sur la femme et le sport? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller étudier la femme et le sport, la femme sportive pour le Mm. coup? Tu sais, en vrai, ce qui est hyper étrange quand je dis que je suis spécialisée sur la femme, chacun a sa petite idée de quelle est ma spécialisation. Donc pour certains, tout de suite, c'est la femme enceinte. Pour d'autres, ça va être, ok, elle est spécialisée en périnée. Pour d'autres, ça va être, ok, elle est spécialisée en endométriose. Alors que j'ai juste parlé de la femme. Ouais, non, Donc c'est vrai, c'est c'est rempli de fou. clichés, hein. C'est rempli de Il y a clichés. énormément de clichés et quand tu creuses un peu, tu te rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de méconnaissances. Il y a des choses de surface que tout le monde connaît, soit par expérimentation, c'est-à-dire chaque femme a un cycle menstruel plus ou moins long, avec plus ou moins de saignements. Et donc, en fait, ce qu'on sait, souvent, c'est un peu par extrapolation de ce qu'on a pu expérimenter en tant que femme. Donc, oui, je pense qu'il y a une partie de mon intérêt qui est née de ce côté, mais attends, le jour où j'ai ouvert la boîte de Pandore pour faire ma revue de narrative en master de recherche en STAPS, j'ai découvert juste l'absence de données, Ouais, voilà, ouais. genrées tout simplement. Et en fait, il y a un autre point un peu, on va dire, fondateur dans mon questionnement. Il faut savoir qu'on est trois filles en 4 ans, donc j'ai deux sœurs, dont ma grande sœur, donc je suis celle du milieu. Et à cette époque, elle préparait un Ironman. Et dans sa tête, je sais tout sur tout. En plus, comme je fais de la recherche, si elle me pose une question, je dois pouvoir répondre. Donc, j'aime pas la décevoir. Et un jour, elle me pose une question en me disant, bah voilà, j'aimerais bien avoir un bébé, mais j'ai un implant et j'ai plus mes règles. À ton avis, quand est-ce que ça revient? Et est-ce que je vais galérer à tomber enceinte? Et du coup, ben, je fais ce que j'étais habituée à faire maintenant, un peu de PubMed, machin. Ouais. Et en fait, je suis tombée dans le vortex justement des troubles du cycle, de l'aménorrhée de la sportive, etc. Et là, je me suis retrouvée vraiment en me disant, wow,
comment ça se fait que j'ai jamais su ça, moi, alors que je rêve d'être kiné du sport, que je côtoie des sportives, que j'ai été sportive à bon niveau, etc. Comment ça se fait que je n'ai jamais entendu parler de ça? Et en fait, il y a cette énorme boîte de Pandore qui m'a sauté au visage. Et le fait de réaliser ça, bah, en fait, je me suis dit, OK, il y a mille choses effectivement à documenter, à comprendre. Et en fait, les données sont faites sur les hommes pour plein de raisons, hein, qui sont pas forcément juste de la mauvaise foi, une société qui est patriarcale et qui s'en fiche des femmes. Je pense franchement que c'est pas que ça. Ça contribue peut-être en partie, mais tout simplement l'accès des femmes à l'université, l'accès des femmes au sport est pas si vieux que ça. Ouais, non, c'est Donc ça, c'est ce c'est que je me difficile disais, ouais. d'étudier les sportives si elles Mm. sont même pas sportives, tout simplement. Donc Mhm, mhm. voilà, il y a plein de choses comme ça. Et effectivement, je pense que au même titre que la plupart des personnes que je connais qui font des tests sur le LCA, elles en ont vécu un. Donc elles ont eu une rupture ou, Mhm, ou elles ont mhm. été blessées ou ils ont eu quelqu'un dans leur famille que ça a impacté. Clairement, mon expérience personnelle a beaucoup joué sur mon projet de recherche. Et il faut savoir que je suis dans un laboratoire de biomécanique. Et à l'époque, j'aurais voulu travailler sur le périnée, sauf que bah, du côté des Stapsiens, c'était vraiment pas possible en termes d'autorisation. C'était trop lié à la gynécologie. Les infrastructures qu'on avait étaient vraiment pas adaptées. Et surtout en termes de supervision, mes deux directeurs m'ont dit qu'ils maîtrisaient pas suffisamment le sujet pour pouvoir m'accompagner convenablement sur un sujet de ce type, quoi. Donc, si je pouvais choisir un autre sujet sur la femme qui Ouais. pouvait convenir, donc ensemble, on a choisi le cycle menstruel. Voilà. D'accord. Non, mais ça, c'est vrai, hein, parce que, en vrai, le sport féminin, c'est quand même très récent. Enfin, qu'on en parle autant, c'est quand même Mhm. assez récent. Il y a quand même encore beaucoup de sports qui sont professionnalisés chez l'homme et pas chez la femme. Des sports dans lesquels je viendrai même pas sur les salaires, mais rien que le fait d'être professionnalisé ou pas. Donc, Ouais. je pense. Et puis, enfin, moi, je parle en tant que com, c'est vrai que en vrai, les connaissances que je peux avoir sur la femme et le sport, elles sont superficielles plus, on va dire. Je te rassure, t'es loin d'être le seul. Et tu vois, Non, non, c'est un très clair. beau compliment qu'on m'a fait pour la formation que j'ai donnée là récemment. Il y avait trois hommes qui étaient présents. Donc, c'est la formation santé de la femme que je donne. Et en fait, il y en avait deux qui étaient papas d'une petite fille. Et ils ont envoyé des photos à de nombreuses reprises, en tout cas à leurs potes, en disant, Putain, les mecs, faut que vous veniez faire ça, faut qu'on puisse gérer pour nos filles. Il y a Et tellement de oui. trucs qu'on comprend pas. Et je pense qu'il y a même des femmes, enfin moi personnellement j'ai tellement découvert en travaillant là-dessus, je pense que même en tant que femme, on n'a pas accès à ces informations-là du tout, quoi. Et c'est des choses vraiment très basiques, du genre choisir correctement sa brassière en fonction du sport que l'on pratique et en fonction de notre poitrine, en fait. Donc il y a des choses qui peuvent paraître tellement dérisoires, et tu te dis mais c'est du bon sens. Et une autre chose un des retours qu'on m'a donné aussi, c'est que ça devrait être du niveau K1, donc première année de kiné Ouais, pas ouais, bien niveau sûr. formation continue, tellement c'est la Mm. base. Bah oui, Ouais, mais bon, écoutez, pour le ouais. moment, c'est pas le cas. Et donc, c'est à la fois c'est chouette, mais comme tu dis, je pense qu'il faut pas non plus jeter la pierre sur le passé ou quoi. Les sciences du sport, c'est pas une science qui est extrêmement, on va dire, Mm. très vieille non plus, tu vois, c'est une Mm. science dite Mm. dure, mais qui a mis quelques années à émerger quand même à l'université. Tu le sais aussi bien que moi, parce que tu étais stabsien, je crois, de Eh base. oui, oui. Et au final, les données genrées, bah pareil, pour avoir un intérêt ou avoir une curiosité en se disant, tiens, ça pourrait être intéressant, qu'est-ce qu'il y a de différent? Il a fallu qu'il y ait des femmes aussi qui accèdent à des postes de direction, tu vois, de thèse ou de recherche, finalement, ce qui a mis un certain temps à émerger. Donc, tu vois, à tous les niveaux. Déjà, tu n'avais peut-être pas de la matière pour étudier la femme sportive, et en plus, tu n'avais peut-être pas les personnes que ça intéressait parce qu'elles étaient sportives et qu'elles se posaient des questions et qu'en fait, elles pouvaient être en position de faire de la recherche, quoi. Mm, Donc, mm, mm. le début de la recherche sur la femme, en tout cas sur le cycle menstruel, ça date des années ouais, 1990, la triade, Ah, notamment ça aux fait USA. 35 ans, c'est quand même pas grand-chose. En termes de Rien du tout. recherche, je veux dire, Rien du à tout. l'image de la recherche, 35 ans, ça peut paraître beaucoup, mais à l'échelle de la recherche, c'est pas grand-chose, quoi. Pas grand-chose. Ouais, donc voilà. Je contribue modestement à rajouter une petite pierre à l'édifice avec ma Ouais, mais petite c'est thèse. important parce qu'en plus, je pense Ouais. que à l'époque actuelle et les changements qu'on vit, je pense que le timing, il est parfait. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de femmes Mm. qui se mettent à faire du sport, de plus en plus de femmes qui recherchent à être performantes, qui recherchent leur bien-être, qui Ouais, recherchent à tout ça, et donc elles vont avoir besoin d'infos, quoi. Elles vont avoir besoin ouais, d'infos, donc c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui les donne à un moment donné. ouais. Donc c'est Je contribue pratique. à l'effort collectif. Mais Voilà, tu vois, c'est même ça. au-delà de la performance, tu vois, au niveau santé, parce que
c'est l'accès aux infrastructures, tu vois. Enfin, là, avec le CrossFit, c'est plus normal de voir une femme soulever des poids, tu vois. Mm, mm, mm. Dans la génération de nos parents, Ouais. pour convaincre une femme que ce qui lui ferait vraiment du bien, c'est d'acheter une kettlebell à Noël et qu'elle puisse faire 4 squats avec et que ce soit un petit peu difficile, tu vois, faut y aller avec renfort de Ouais. motivation, de preuves scientifiques et de montrer que c'est pas un objet dangereux, tu vois. Il y a toute une culture autour de ça pour la génération qui est au-dessus de nous, parce que du coup, on a quasiment le même âge, je pense. Mm. euh, c'est vraiment pas du tout normal en Ah fait oui, non. d'avoir accès à ce type de sport. Alors que chez les hommes, on sait que soulever lourd entraîne des gains musculaires, aide à vieillir en meilleure santé, faire de l'impact sportif des os, etc. Les femmes, ce qu'on leur propose encore aujourd'hui, et non pas, j'ai absolument rien contre ça, je trouve que c'est une discipline formidable, hein, c'est du yoga, du pilates et du Ouais, stomach ouais. vacuum pour avoir le ventre plat. Donc tu vois, si encore et toujours on essaye de vendre des programmations qui disent, bah voilà, il faut que tu retrouves un ventre plat, mais en fait, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut juste se préoccuper de la santé des femmes et de leur expliquer que métaboliquement, la masse musculaire, c'est du génie en fait. C'est un médicament d'avoir une masse Ouais. musculaire en quantité. Et qu'en fait, au-delà du ventre plat, qui peut te causer 3 millions de problèmes parce que peut-être tu vas te dénutrir, peut-être que tu vas choisir une manière de le faire qui ne va pas du tout t'aider d'un point de vue santé. Déjà, juste prôner le sport en termes d'activité physique pour la santé, au-delà de la performance, pour moi, c'est la base. C'est Mm, la mm. base et les trois quarts des gens des femmes n'ont même pas les fondamentaux de ce qui devrait être pour une bonne santé avec de l'activité physique, qu'elle soit adaptée ou non. Donc, il y a du chemin encore. Ouais, non, c'est pas pour tout de suite parce qu'il y a ceux qui sont pour et puis après, déjà, il faut réussir à véhiculer le message et après, il faut lutter contre ceux qui sont contre. Donc ça, c'est encore Tout un est une autre. question de dosage, de choix, faut trouver une Ouais. activité qui plaît, etc. Mais voilà, des fois, vraiment, ça me questionne quand je vois que l'activité qu'on propose pour s'amuser, pour retrouver ses copines, c'est 1 heure de rentrer ton ventre et faire du stomach vacuum. Voilà, je Pour viens des d'un sport qui intérêts est qui sont le... quand même enfin, moi, je trouve que c'est un petit peu survendu comme truc, quoi. Je veux dire, Bah, surtout, bon, c'est que si ouais, la proposition, c'est avoir un ventre plat, ouais, enfin, enfin, vraiment, ouais, tu vois, qu'est-ce qu'on attend de la femme, en fait? ouais. Tu vois, Ah on oui, veut oui, même pas qu'elle soit l'idée bien dans sa derrière, elle est peau, qu'elle pire. Ouais, ouais, s'amuse, bien qu'elle... sûr. Tu vois, enfin, pourquoi un homme va à la muscu? Pourquoi Ouais. tu fais du sport? Toi, pourquoi tu fais du Ah, moi, sport? moi, je le fais pour l'exploration, pour voir ce que je suis capable de faire. C'est toujours essayer de faire un truc différent. Magnifique. Et je pense que c'est une Voilà. bonne raison. Et si une femme s'engage dans une activité physique telle qu'elle soit pour explorer son corps, je trouve que c'est formidable. Si c'est Mm. pour perdre du poids et avoir un ventre plat, je pense qu'il faut quand même poser des questions. Sauf que tu regarderas maintenant à chaque fois qu'on propose une activité à une femme sportive, enfin en Mhm. tout cas une Mhm. activité sportive pour une femme ou une activité Mm. physique, tu vois, donc avec même moins d'intensité. Tu regarderas quel est l'argument marketing qui est souvent associé Ah en ouais. fait. Et très Mm. souvent, c'est sculpter sa silhouette, c'est lui proposer d'avoir un ventre plus plat. Mm. C'est Mm. jamais amuse-toi, découvre les capacités de ton corps, découvre comment tu peux créer, enfin, explorer vraiment, bah, justement, comme tu dis, en CrossFit, faire de la gymnastique, donc hisser ton corps au-dessus d'une barre, faire un muscle-up. Ouais, C'est complètement. incroyable. Tu Ouais, vois, et cette complètement. exploration de la femme, du corps et du mouvement, elle a toujours été vendue pour l'esthétique. Mm. Et on n'est pas du tout égaux à ce niveau-là, hein, tu vois, entre les femmes et les hommes. C'est Ah que non, même non. la manière dont on amène les femmes à l'activité physique, et c'est là où le discours doit être nuancé, je pense que certains apprécieront, euh, le plus important, c'est que la femme soit active. Si effectivement la manière dont on arrive à la rendre active, c'est un message marketing qui est on va t'aider à avoir un ventre plat, bon, Ça ok, passe. mais elle est mille autres choses que son Ouais. apparence physique, Mhm. en fait. Mhm. Et il Mhm. y a tellement de personnes qui sont en souffrance vis-à-vis de leur poids. Et je parle pas juste de l'anorexie. Il y a des gens à des Ouais, bien IMC, à sûr. tous les IMC, qui sont en grande souffrance vis-à-vis de leur image corporelle. En fait, s'il vous plaît, réfléchissez à ce que vous proposez aux femmes. Proposez-leur, écoutez, j'ai quelque chose. Venez, on voit ce que vous êtes capable de faire avec une barre sur le dos. Là, moi, j'achète. Je Ouais. veux ça. Non, mais c'est vrai, hein. Parce que moi, c'est toujours trouvé que c'est ça aussi la beauté du sport. C'est-à-dire que il y a une tâche dans l'environnement, je sais pas n'importe laquelle, soulever une barre, se mettre au-dessus de la barre, faire une dips, faire une pompe, peu importe. Il y a une tâche. Et c'est quand même l'un des rares endroits où tu es sûr que si tu t'entraînes, tu finiras par y arriver. Quand? Ouais. On sait pas. Ça, c'est très relatif. Mais tu sais qu'en gros, si tu pratiques, tu seras capable de faire quelque chose que tu n'étais pas capable de faire avant.
Et ça, Ouais, moi, je trouve ça fou. ouais. C'est quelque chose d'assez. Par exemple, bon, moi, j'ai découvert, je connaissais, mais j'ai pratiqué le CrossFit pour la première fois quand je suis venu à La Réunion, donc cette année, enfin l'année dernière maintenant, en octobre. Et on m'a dit, fais un muscle up. Je me suis retrouvé face à la barre. J'étais incapable de le faire. Et ça m'a frustré, tu vois. Bah Et ouais. derrière, on m'a dit, fais un handstand, donc me mettre sur les mains. Et pareil, incapable, mûr, pas mûr, Mm. j'étais incapable de le faire. Là, pareil, très frustré. Et derrière, du coup, je me suis dit, bah, il faut absolument que j'arrive à faire ça. Je peux pas finir ma vie sans Sans être avoir capable, expérimenté ça. ouais, sans Ouais, avoir découvert ça. Et là, tu t'entraînes et tu découvres que finalement, tu finis par y arriver. Et moi, je c'est trouve ça ça. formidable, quoi. Au-delà de enfin, pour moi, encore une fois, les gains esthétiques, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas le gâteau, quoi. Exactement, c'est un bénéfice secondaire à la limite. Et qu'on soit honnête, c'est plus confortable de vivre dans la société actuelle quand on correspond aux standards Bien sûr. esthétiques Ah oui, oui, attendus. oui, Donc, bien sûr. je suis très transparente avec vous, même si j'essaye d'être Mhm, neutre et de mhm, vraiment mhm. essayer de prôner une diversité corporelle, etc. Je vous mentirai jamais, c'est 100 fois plus confortable de vivre aujourd'hui en 2025 quand on rentre dans les standards classiques, entre guillemets, d'esthétique. Ah Donc, oui. évidemment, ça sera un bénéfice secondaire, mais si ça pouvait ne pas être le moteur et la seule proposition qu'on donne aux femmes, je trouve que c'est important quoi, de réfléchir à ce qu'on propose, parce que même en tant que kinésithérapeute, on a ce rôle à jouer, et puis on peut avoir des fois des paroles qui sont pas réfléchies, qui pensent être bienveillantes, mais voilà, on ne sait jamais ce que vit la personne vis-à-vis de son alimentation, vis-à-vis de son poids, et faut être prudent des fois sur comment on amène les choses. Non, moi Ouais. là-dessus, Le je te suis. s'amuser, découvrir les capacités de son corps, Ouais, non, mais c'est moi je te génial et suis à agréable. 100% là-dessus. Et voilà, c'est pas le premier podcast que tu fais. Tu en as déjà fait quelques-uns où tu reviens notamment sur les raids. Que là, je vais juste te demander de développer brièvement et sur la triade de la femme athlète, puisque c'est deux sujets que Mhm. tu abordes fréquemment. L'idée, c'est pas de refaire un podcast entier là-dessus. Tu en as déjà fait suffisamment et les personnes qui veulent en découvrir, bah, ils pourront les trouver assez facilement. Mais juste voilà, est-ce que tu peux enfin, développer brièvement, en gros, qu'est-ce que les Mhm. REDS et qu'est-ce que la triade de la femme athlète? Parce que je pense que c'est deux sujets qui méritent Ouais. d'être un peu plus connus. Tout à fait. Alors, le REDS, c'est le syndrome de déficience énergétique relative dans le sport. Donc, en anglais, Relative Energy Deficiency in Sport Syndrome. Donc, la couleur rouge qui revient souvent dans le diagnostic, etc. Ça va être justement lorsque des apports nutritionnels qui sont inadaptés par rapport à la vie de l'individu. Lorsqu'elle va avoir une dépense énergétique importante. Donc, par exemple, lorsqu'on fait du sport, qu'on se déplace à vélo ou à pied, lorsqu'on fait du ménage, etc., donc toute dépense d'activité physique, eh bien, ne matche pas avec les apports nutritionnels. Le corps a tendance à se mettre en mode économie d'énergie et il y a un remaniement qui va se faire et certaines fonctions du corps qui vont être coupées ou ralenties, et notamment le cycle menstruel. Donc c'est pour ça que c'est un intérêt assez fort avec mon projet de recherche. Et tu mentionnes la triade, qui est en fait les fondations du REDS, la triade de la femme athlète. Donc c'est le triangle qui lie la relation entre une santé menstruelle optimale, une santé osseuse optimale et des apports énergétiques optimaux. Et en fait, du coup, il y a un continuum entre, ça commence à devenir rouge, ça pue les problèmes, donc une Ah, santé menstruelle qui est altérée, donc qui peut s'arrêter même, donc ce qu'on appelle l'aménorrhée, l'absence de menstruation chez la femme, pendant plus de 9 cycles, je crois. Quasiment 12 mois sans cycle menstruel, c'est considéré comme un diagnostic d'aménorrhée. Une santé osseuse qui est altérée, donc ça peut être de l'ostéopénie ou de l'ostéoporose, donc l'architecture des os qui se malheureusement fragilise. Et à côté de ça, ben, ce qui sous-tend ces deux pôles, ça va être les apports nutritionnels. Donc en fait, le fait de ne pas se nourrir suffisamment, malheureusement, va entraîner des mésadaptations vis-à-vis des fonctions du corps, qui vont avoir comme conséquence ben, un arrêt de la fonction de reproduction. On pourrait se dire, c'est pas grave, je veux pas d'enfant. Et il y a malheureusement des médecins qui le disent comme ça, ce qui hmm. est tout à fait dommageable, parce qu'en fait, les hormones qui font tourner le cycle menstruel, elles interviennent dans énormément d'autres systèmes, pour ne citer que le système squelettique. Donc en fait, les œstrogènes sont responsables du remodelage osseux, et lorsque la personne ne bénéficie plus des hormones qui sous-tendent le cycle menstruel, et ben, l'os ne se renouvelle pas, tout simplement. Donc il se fragilise au fur et à mesure, et chaque impact, normalement, l'os, en fait, c'est un tissu vivant qui est capable de se reconstruire plus fort après que l'on ait eu un impact dessus. Et bien, lorsqu'on n'a plus d'hormones sexuelles, notamment des oestrogènes, eh bien, cette reconstruction, elle se fait des fois plus, tout simplement. En tout cas, elle est altérée.
Et donc, on se retrouve avec des femmes à qui on peut dire à 30 ans, vous avez le squelette d'une femme de 70 ans. Donc, pareil, c'est juste horrible à entendre. Et plus d'une fois, j'ai eu des patientes qui m'ont reporté que les docteurs pouvaient dire, par exemple, c'est pas grave, on s'occupera du retour de vos cycles quand vous voudrez des enfants. Et tu vois, par rapport, désolée, je suis assez engagée, je sais que ça peut, c'est peut-être pas ce qui est attendu Mhm. dans ce podcast, mais en fait, là encore, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui est attendu de moi? Et ça, c'est une patiente qui me l'avait vraiment dit les larmes aux yeux. Ma santé aurait été prise en compte autrement si j'aurais voulu un enfant dans l'année qui suivait, en fait. Mhm, mhm. Et quand on s'est rencontrés, elle avait une fracture du coccyx qui ne consolidait pas. Ça faisait quasiment 6 mois que c'était comme ça, en fait. Et en fait, surtout, j'étais la première à lui parler de son cycle menstruel, lui demander si elle avait toujours des cycles menstruels et comment ça se passait. Puis elle me dit, bah non, je suis aménorrhée depuis. Moi, je savais même plus me dire le nombre d'années, quoi. Et du coup, ben, elle me dit, mais pourquoi ça joue? En quoi ça concerne mon coccyx? Ben, probablement qu'il faudrait qu'on regarde à quel point votre squelette osseux va bien et il faut qu'on regarde pourquoi vous êtes en aménorrhée, en fait. Donc Mhm. voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on voit fréquemment en tant que kiné. Je pense que quand on est dans le monde sportif, ça arrive quand même plus rapidement qu'on ne le pense et beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Et je ne sais plus quel était le début de ta question, mais voilà Non, un mais tu peu as pour le répondu. REDS. Donc, c'est vraiment, ça touche plein de systèmes du corps et on en reparlera quand on parlera peut-être un peu de la ménopause. Les Ouais. oestrogènes vont aussi influencer la santé cardiovasculaire, la santé mentale, le sommeil. Faut savoir que c'est des hormones dites anabolisantes et donc qui vont aider à la reconstruction musculaire également, donc pas que pour les os. Et donc, d'un point de vue performance aussi, la question reste entière sur à quel point la performance est impactée pendant le REDS. Bah, typiquement, elle semble l'être largement. Euh, En tout cas, pour la santé, il y a des dommages qui peuvent être irréversibles dans certaines situations très critiques lorsque on se retrouve de manière prolongée dans cet état faible économie d'énergie. Et il y a deux choses qui m'ont interpellé dans tout ce que tu as dit. La première, c'est que donc tu disais quand même que les ressources énergétiques influençaient du coup cette santé osseuse et cette santé menstruelle. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises, hein. Ouais, Et du coup, moi, ça me refait penser à ce que tu as dit juste avant, au fait qu'on vende aux femmes le un sport ventre pour des besoins. plat. Ouais, exactement, parce que du coup, enfin, globalement, tout le monde sait aujourd'hui que pour changer l'apparence physique, il y a deux leviers, il y a le sport et la nutrition. Mhm. La majorité des gens sont ignorants dans les deux domaines, en vrai. Donc, ça veut dire qu'en Malheureusement, gros, ouais. si quelqu'un décide, à qui on a vendu la perte de poids, décide de se dire, OK, enfin, on a réussi à la complexer, bravo. Et du coup, derrière, elle cherche à perdre du poids. Elle risque du coup de mettre en place des adaptations dans son régime alimentaire, plus ou moins bonnes. Généralement, c'est moins que Toi, à plus. visée restrictive. Voilà. Ouais, Et du coup, ça derrière, ça peut venir entraîner des problèmes exactement. comme. D'accord, donc ça peut démarrer par la simple volonté de vouloir perdre du poids, de mal s'y prendre. Exactement. De mal s'y Et prendre. peut-être parfois conseillé par un professionnel de santé qui vous explique que c'est à cause de ça que vous avez mal au genou. Et en fait, Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle de disponibilité en énergie. Donc, vraiment, je vous renvoie aux autres concepts enfin, aux autres podcasts parce que ouais, du ouais, coup, parce que tu les as c'est pareil, c'est développés. une Ouais, notion qui est un peu particulière. C'est différent de la balance énergétique. Mais lorsque l'énergie disponible, une fois qu'elle a été dépensée pour aller faire la séance d'activité physique, lorsque cette énergie disponible restante n'est pas suffisante pour faire tourner la maintenance des autres systèmes, c'est là où on se met en mode économie d'énergie. Donc, ça n'a rien à voir avec un IMC. C'est-à-dire que j'ai vu des femmes qui étaient en périménopause ou pas loin, qui ouais. commençaient à avoir des remaniements, par exemple, au niveau de leur métabolisme. Elles commençaient à prendre du poids, par exemple, commençaient à réduire du coup drastiquement leurs apports Et alimentaires ouais, pour pas que ça empire. Et en fait, qui se retrouvent encore dans une situation encore pire qu'elle ne l'était, parce que du coup, elles ralentissent leur métabolisme, commencent à avoir une notion enfin, c'est des notions de nutrition et vraiment, c'est pas mon travail, mais en tout cas, tu sens qu'au niveau métabolisme, il arrive des choses où elle arrive encore moins à perdre de poids bien qu'avant, sûr. parce que du coup, elle s'affame encore plus. Et au niveau de l'activité physique, bah, des fois, elles vont faire du cardio à outrance, et des fois, le type de cardio qui est choisi, bah, ça va être de l'os qui est sur un stimuli répété, 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 unidirectionnel que l'os n'aime pas, et donc qui vont avoir des fractures de Sûr. fatigue, même à des poids dits normaux. Et une fois encore, on va leur dire, oui, mais vous avez un IMC trop élevé. Donc, faut perdre Ah du oui, poids. mais Donc, bon. manger moins. C'est comme ça, on est sûr d'entretenir le Exactement. Et cercle vraiment, vicieux. j'ai rencontré des femmes qui étaient, mais alors, démunies, mais à pleurer sur la table et en énorme souffrance avec leur poids, parce que du coup, malheureusement, mal accompagnées.
vis-à-vis de ça, en fait, avec des personnes qui restreignaient énormément leurs apports. Donc, elles payaient pour des nutritionnistes, par exemple, qui restreignaient énormément le contenu de leurs assiettes. Et elles pensaient bien faire, mais en fait, c'était encore plus dans la cascade. Et comme on n'a même plus le marqueur cycle menstruel, vu qu'elles sont dans une phase de transition qui est la périménopause, en fait, tu te dis, mais attends, on est juste en train de hormonalement stresser le corps à un point où en fait, c'est pas viable en fait. Puis le poids, ça viendra dans un second temps en fait. Il faut déjà retrouver quelque chose de plus OK, que ce soit sur la pratique de l'activité physique, c'est-à-dire ne pas le faire juste pour se dépenser. Parce que là, du coup, c'est Mhm. un comportement où, tu vois, on parlait de plaisir, explorer le mouvement, etc. Quand le sport devient juste une nécessité de dépense énergétique, c'est un rapport qui est pas normal en fait vis-à-vis de l'activité physique. C'est pas celui qu'on prône quand on parle de sport santé. Mhm, Donc, mhm, mhm, ouais, j'ai l'impression que j'en vois partout. Donc, j'ai certainement un biais vu que je travaille là-dessus très souvent et qu'on me renvoie aussi ce type de profil. Mais sincèrement, posez-vous les questions, écoutez les histoires des personnes qui se présentent à vous si vous êtes professionnel de santé, si vous êtes coach. Portez attention aux motivations des personnes qui sont en face de vous. Des fois, vous pourrez être la personne qui veut juste lui faire apprendre un nouveau mouvement mhm, mhm, et qui va peut-être la décentrer de son image corporelle. Et déjà, mhm, c'est énorme en fait. Si vous parlez pas de l'image corporelle, c'est énorme. Déjà, vous mhm, faites un cadeau inestimable aux personnes que vous mhm, accompagnez si mhm, vous ne parlez pas de leur variation de poids, si vous ne les encouragez pas à perdre du poids, alors qu'en fait, elles sont peut-être déjà dans une situation. On ne sait pas ce que les gens vivent. Il y a des personnes qui sont valorisées vers leur perte de poids alors qu'elles sont en chimiothérapie. Enfin, vous êtes waouh, super, magnifique. Ouais, Non, mais ouais, c'est du vécu. Donc, ouais, vous savez jamais ce que les gens sont en train de traverser et parfois vous êtes en train de valoriser un comportement qui n'est pas bon pour la personne. Donc si la personne, bref, voilà, neutralité ouais. corporelle, évitez tout commentaire sur l'apparence, ça Mais c'est assez utile. alors, pour revenir sur ce que tu disais sur la pratique de l'activité physique, moi j'ai toujours vendu l'activité physique non pas pour détruire, mais pour construire. Génial. Tu vois, il y en a plein qui partent sur l'activité physique pour se restreindre, pour se sanctionner, pour brûler des calories, pour perdre du poids. L'idée, c'est pas forcément de détruire quelque chose, mais c'est voilà, essayer de construire quelque chose dans le corps de positif. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que moi, je m'étais fait reprendre de voler. Ça, c'est une histoire personnelle. Je m'étais fait reprendre de voler à une époque parce que il y a une amie qui voulait perdre du poids. Bon, c'était sa décision, je sais pas d'où ça lui venait, mais elle voulait perdre du poids. Et bref, je la revois après, pas peut-être 4 5 mois. Et effectivement, quand je la revois, elle a perdu du poids. Et là, en tant qu'homme brillant, je lui ai dit, Qu'est-ce que t'as bravo, dit? bravo pour ta perte de poids. Tu vois, je savais que c'était son objectif, elle a perdu du poids. Et Ouais, j'ai dit bravo pour ta perte de poids. Et en fait, moi, je m'en foutais qu'elle perde du poids. Mais c'est juste que comme je savais que c'était son objectif et qu'elle semblait y être arrivée, je lui ai dit bravo. Et la personne qui était avec moi, qui était également une femme, alors elle a eu la délicatesse de pas le faire de suite, mais elle me l'a dit après. Elle m'a dit, mais plus jamais tu félicites quelqu'un pour avoir perdu du poids. Parce que du coup, derrière, elle va se dire que si elle en reprend, c'est un problème. exactement. Et du coup, Exactement. et ce jour-là, j'avais eu, enfin, ça m'avait résonné. Alors, à la base, c'était pas, j'étais loin Non, d'avoir si tu l'idée, pensais bien faire. voilà. Je pense Mais que c'est vrai que, fondamentalement, les gens pensent bien faire, hein. ouais, ouais. C'est Mais j'avais été pris de pas... voler. Et quand tu regardes Tu le truc, m'étonnes. ouais. Et du coup, Ouais, quand tu regardes le truc de ce point de vue-là, tu vois, tu sors de ton prisme juste, bravo, t'as réussi à faire ce que tu voulais. Ça, c'est une mentalité un peu masculine. Tu as un objectif, tu l'atteins, bravo, félicitations. Et tu prends un peu le concept un peu plus, voilà, un peu plus humain. Et tu dis, ouais, en fait, c'est très con ma phrase. En fait, c'est le meilleur moyen pour la complexer sur son poids. Il n'y avait pas mieux que cette exactement. phrase-là, quoi. Donc, du Mais coup, depuis. c'est difficile, hein. Et tu vois, même moi, j'en étais arrivée à un extrême où, en fait, limite, donc j'ai eu un gros accident de VTT et j'avais pris pas mal de poids. De travailler autant là-dessus, je culpabilisais d'avoir envie de retrouver un corps dans lequel je me sentais bien. Hmm. Parce que, en fait, je me disais, oui, mais bon, voilà, il faudrait que tu t'acceptes, etc. Mais fondamentalement, non, je ne m'acceptais pas dans ce corps. C'est pas le corps qui me permettait de faire le sport que je voulais faire, qui me permettait d'être en bonne santé, donc pouvoir avoir une santé cardiovasculaire, qui me permettait de courir comme j'avais envie de le faire. Ouais. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour admettre, non, je veux changer. Enfin, mais parce que justement, j'essayais de. Ça m'a mis un peu en dissonance avec tout ça en disant, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu obéis à une société qui voudrait que tu sois différent? Est-ce que c'est pour toi? Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a travaillé un petit moment. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut, une fois que vous êtes informé de tout ça,
c'est pas évident. Le but, c'est pas de, on peut plus rien dire, hein. C'est Mhm. pas la question. Mhm. Juste, vous savez vraiment pas ce que la personne traverse. Vous savez pas quel comportement vous êtes en train de valoriser derrière. Peut-être que Mhm. quelqu'un elle est en train de voir des phases où justement elle est en anorexie restrictive, c'est-à-dire qu'elle mange plus du tout. Elle a des comportements purgatoires, c'est-à-dire qu'elle pourrait potentiellement se faire vomir après les repas. Lorsque vous félicitez quelqu'un, peut-être que vous félicitez ce genre de comportement derrière. Mhm. Mhm. Donc, Mhm. c'est vraiment important de garder en tête. Et puis aussi, la phrase que tu as dit ton amie est vraiment juste. Ça veut dire que si un jour elle reprend du poids, ben, sa valeur finalement aura peut-être changé. Donc, Ouais, ouais, non, voilà. mais c'est vrai. Quand tu vois les Et choses c'est de très ce juste que point de tu vue-là, partages. quand tu vois la chose de ce point de vue-là, tu te dis, ouais, effectivement, ma phrase, elle est pas adaptée, quoi. Et Bon. il y a un truc aussi que tu as dit qui était important, c'est que l'avantage du coach sportif, parce que moi, du coup, j'ai aussi des clientes en coaching sportif ou du kiné, c'est que on a la chance, entre guillemets, de voir les personnes régulièrement dans Ouais. la semaine. On est probablement le professionnel sport santé qui voit le client, le patient, le plus de fois. Le médecin, tu le vois une fois toutes les, Mm, je sais mm, pas combien, etc. Donc, c'est vrai que du coup, il y a cette importance d'être informé, hein, sans être expert. Le but, c'est pas d'être expert surtout, c'est mm, mm, impossible. mm. Mais au moins d'être informé pour ensuite réorienter. Et là, du coup, c'est là où j'apprécie aussi la démarche que tu fais. Donc, quand tu interviens, par exemple, chez Physioformation ou quand tu interviens avec, on va le citer parce que ça lui fera plaisir, avec Fred Cossé sur Athletic Move 2. Voilà, tu as cette démarche d'informer, et d'ailleurs, je vais te laisser un petit peu développer ce que tu fais dans ces deux organismes. Tu as cette démarche d'informer les professionnels de santé et du sport pour éviter justement ces désordres. Et ensuite, qui peuvent Mhm. conduire, en plus, c'est pas des désordres anodins, c'est pas quelque chose qui, Non. bon, voilà, il se passe pas grand-chose derrière. Si Mm. c'est poussé loin, ça peut être vraiment très, 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 très problématique pour la santé de la personne. Donc, du coup, tu interviens comme ça. Et ça, moi, j'apprécie vraiment cette démarche. Et du coup, je vais te laisser un petit peu développer. Voilà, je crois que tu fais deux interventions. C'est différent, hein, ce que tu fais chez Mm, Physioformation mm. et Ouais. avec Fred. C'est deux choses différentes. Donc, je vais te laisser développer un petit peu les deux choses que tu fais. Déjà, moi, je pense qu'on aura gagné quelque chose quand on arrêtera de parler de spécialisation de la femme, tu vois, aussi. Oui, c'est C'est-à-dire, vrai. genre, eh, il y en a plein vos cabinets, les gars. Donc Ouais, déjà, c'est quand les hommes vrai. fréquenteront un peu plus ces formations, ce sera déjà un énorme gain. Donc, c'est-à-dire, déjà, je suis contente de ne pas être marketée dans une catégorie, même si je l'appelle santé de la femme. Je ne suis pas dans un organisme qui fait que du périnée, qui a un logo rose, qui va vraiment vendre. Oui. Non, mais je suis désolée, peut-être, encore une fois, mon engagement et mes valeurs. Mais en fait, je veux des hommes à la formation. Vous êtes concernés. Vous Mhm. avez une maman. Vous êtes tous Ouais, sortis de quelque part, d'accord? Donc vous avez une ouais, maman. Et là, elle est probablement en train de vivre sa ménopause si vous êtes plus ou moins sortis dans les mêmes années que moi. Je ouais. vous en conjure. C'est du pain béni pour toutes les femmes qui vous entourent si vous avez des notions aussi fondamentales que ça, ne serait-ce que comprendre ce qu'est le cycle menstruel, comprendre c'est quoi la santé mammaire, qu'est-ce qui se passe justement pendant la ménopause et le b.a.-ba de la santé osseuse, ça doit être des fondamentaux. Donc, Physioformation, donc, est l'organisme qui finance ma thèse, m'a laissé carte blanche donc, sur mon sujet de thèse, mais aussi sur la formation. Le... elle est encore mouvante, j'ai trop de choses à dire. Donc pour le moment, j'essaie vraiment de parler des choses que je n'ai pas vues dans d'autres formations qui sont un petit peu pas de la surspécialisation. C'est des notions de base qui doivent être connues quand une femme se présente dans votre cabinet. Mhm, mhm. Donc clairement, la date de ces premières règles est une information capitale. Parce que de ça, vous pouvez tirer énormément de choses justement sur son passé vis-à-vis de l'imprégnation des oestrogènes, sur son squelette osseux. Et si par hasard cette personne s'est mise au trail parce qu'elle vit à La Réunion et que 80% des kinés qui font aussi du Ouais. trail, et qu'elle se présente avec une fracture de fatigue dans votre cabinet, il y a des questions, vous ne pouvez pas les louper en fait. Mais vraiment pas. Et est-ce qu'elle a pris des contraceptifs? Si oui, quel type? Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Et depuis quand elle s'est mise à la course à pied? Sinon, au niveau alimentation, vous avez changé des choses? Ah non, vous faites 15 heures de sport par semaine et vous n'avez absolument rien changé à votre alimentation. D'accord. Voilà, vous voyez un peu le tableau qui se dessine? Et ben en Ouais. fait, c'est la norme très très souvent en fait en kiné. Donc pour moi, on a ce rôle, comme tu disais, génial. On a un taf incroyable où on peut donner énormément de conseils, on peut être à l'écoute, on peut aider sur beaucoup plus de points que juste le problème pour lequel la personne consulte initialement. Ne serait-ce que son rapport à son corps, valoriser ce qu'elle est capable de faire, valoriser justement, lui apprendre un nouveau mouvement. C'est quand même super satisfaisant quand une personne qui a jamais touché une kettlebell, elle arrive à faire un squat avec un kettlebell plus lourd, par exemple. Enfin, vraiment, ou alors des choses toutes bêtes, mais la personne, elle repart et elle dit, oh, j'ai pris le 5 kilos, il m'a paru léger aujourd'hui. Génial, Mhm. ça veut dire que tu as Ouais. progressé. Donc ça, on a vraiment un travail extraordinaire. Et pour moi, du coup, la formation, elle a vraiment un filigrane autour de, OK, on est femme, et qu'est-ce qui se passe? On vit une puberté,
on vit du coup des cycles hormonaux. Il y a des cycles hormonaux qui vont bien, il y a des pathologies qui sont liées au cycle, bah, qui sont importantes de connaître. Qu'est-ce qui se passe, comment on peut gérer les douleurs, etc. Donc en fait, elle est pas sur le périnée sportif. C'est ce que je vais proposer du coup plutôt à Athletic Move 2 avec Fred Cossé. Il y a une toute petite partie sur justement le périnée à la fin, donc comment on fait pour avoir quelques notions du périnée quand on n'est pas spécialisé, comment on peut savoir s'il est impliqué dans les douleurs de hanche, dans les douleurs de lombalgie, comment on fait notre diagnostic différentiel, parce que ben, pour les femmes, elles souffrent un petit peu plus effectivement de fuite urinaire, de prolapsus, tout simplement parce que l'anatomie est différente. Biomécaniquement, il y a plus de sorties que chez les hommes, donc il y a un peu plus de risques qu'il se passe des choses que chez les hommes. Mais les hommes souffrent aussi du périnée, c'est dit, Ouais, cela dit en passant. ouais. Donc voilà, carte blanche pour cette formation que je prends beaucoup de plaisir à donner, que j'espère un peu atypique, en tout cas en dehors des sentiers battus, pour vous aider en tant que en tout cas praticien musculo-squelettique. Elle est ouverte aux médecins, elle est ouverte aux ostéos, elle est ouverte aux kinés. De vous dire, OK, il y a une femme qui rentre dans mon cabinet, quelles sont les questions un petit peu différentes que je dois poser pour comprendre quel est son corps de femme et quelle était sa vie hormonale, quelle a été sa vie globalement en tant que femme, quoi. C'est la promesse que j'essaye de faire et de tenir. Ouais, et avant que tu développes celle de ton intervention avec Fred, mine de rien, tu vois, ces questions-là, elles semblent assez logiques parce que enfin, ça permet d'éliminer les drapeaux rouges, tu vois, Par chez la exemple. femme. Tu vois, enfin, on a tous nos questions globalement. Voilà, quelqu'un vient de voir pour un problème à l'épaule ou au dos ou sur le rachis. Tu as des questions clés que tu poses de manière automatique. Tu vois, tu les poses à chaque fois pour être sûr qu'il y a un drapeau rouge. Et avoir ces questions-là quand bah, une femme vient parce que bah, elle est sujette à des pathologies qui lui sont propres, ça me paraît juste être quelque chose dans le bilan normal, comme on pose. Des Complètement. questions sur le rachis ou quoi. Vous êtes une femme. Mhm. Bon, quelles questions il faut poser? C'est pour ça que je pense que la formation, elle est vraiment. Moi, j'attends qu'elle soit faite à La Réunion. Je fais plus que des formations à La Réunion. Moi. J'ai décidé Tu as bien raison. dorénavant, je les fais plus qu'à La Réunion. Et donc, la Ouais. deuxième, c'est Seychelles avec Fred. Ouais. Le périnée sportif. Donc, j'ai la chance d'intervenir sur la formation Athletic Move 2. Donc, pareil, je trouve que c'est Athletic Move, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même une formation un peu à part. On n'est pas sur de la prépa physique pure, on n'est pas sur de la kiné pure, on est sur un entre-deux qui est juste une exploration du corps, à la Ouais. fois aussi en tant que praticien, tu vois. Moi, j'ai beaucoup appris sur moi-même après ce séminaire. Et Fred propose une vision qui est effectivement hyper large. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations faut y revenir régulièrement et du coup, le niveau 2 se veut dans la continuité. Son kiff à lui, ça a été d'inviter des gens qu'il aimait bien, en tout cas avec qui il avait envie de partager d'autres informations pour aller plus loin après le niveau 1 d'Athletic Move. Et donc, il y a une intervention sur la force, une intervention sur l'endurance. Fred revient sur la pliométrie, je crois, et puis d'autres notions de cas cliniques. Et il m'a proposé de prendre la partie du périnée sportif. Et donc là encore, je sais que je m'adresse à des personnes qui ne vont pas faire de bilan endocavitaire. En tout cas, c'est pas la promesse Mhm. de mon intervention. Mais ben, tout le monde a un périnée dans une salle de CrossFit, en fait. Et quand on se retrouve à faire des squats lourds, c'est hyper important de parler de quelques fondamentaux. Parce que chez les hommes, en fait, les troubles du périnée, ça va pas être des fuites. En tout cas, pour certains, oui. Mais par exemple, la survenue d'hémorroïdes, ça peut être dû à des problèmes de périnée. Et ça, Dieu Mhm. sait que c'est fréquent chez les hommes. Donc, Mhm. pareil, je pose ça là, je laisse méditer. Mais c'est hyper important en fait de comprendre qu'est-ce que c'est, où c'est, quels sont les enjeux, comment on fait face quand on ne peut pas savoir l'état, donc via un bilan endocavitaire du périnée, comment on peut en tout cas ne pas aggraver les choses. Ce serait déjà au moins mon objectif pendant l'intervention, c'est que vous puissiez ne pas aggraver un problème existant, voire même le corriger vis-à-vis de petits ajustements techniques, vérification de posture, vérification des prérequis. On a parlé un petit peu du stomach vacuum, alors je vais encore en reparler, mais je n'ai rien contre cette technique. Pour moi, c'est une pose de bodybuilding qui a Oui, pris c'est vrai en énormément en plus. popularité, À la base, c'est d'accord? ça. À la base, c'est ça. C'est Je fou, oui. sais la genèse Ouais. de ce mouvement. Je ne suis pas prête à me payer un séminaire vis-à-vis des créateurs de la méthode pour vraiment pouvoir argumenter avec eux. Je n'ai pas ni le temps ni l'argent de faire ça pour le moment. Ouais. Toujours est-il que ça ne ressemble pas à des mouvements fonctionnels qu'on doit faire au CrossFit ni même dans la vie courante. Donc Mhm. il peut y avoir des choses qui sont intéressantes dans cette pratique, comme par exemple effectivement un massage intestinal justement par cette variation de l'air qui rentre et qui sort au niveau de la variation de la pression intra-abdominale vis-à-vis du péristaltisme intestinal.
ok, ça me va si on me le vend comme ça. Par contre, qu'on me le vende en tout et pour tout pour renforcer le transverse, être meilleur sous une barre, etc. Non, les gars, on a faux là. C'est pas du tout le mouvement qu'il faut faire sous une barre, en fait, à part si tu veux faire des hernies discales. Et là, en ce moment, je suis dans la phase d'entraînement au niveau de mon protocole de thèse. Euh, Cette notion de danger vis-à-vis de la pression intra-abdominale, c'est que les gens préfèrent faire du squat lourd en hypopressif, Ouais, ce qui est absolument pas une bonne idée en fait en termes de ouais, stabilité lombaire. Donc ouais. pareil, entre peut-être qu'il va y avoir un peu de poussée sur mon périnée, mais s'il y en a, c'est que tu ne sais pas bracer ou que tu ne sais pas faire le mouvement, très clairement. Euh, Vis-à-vis de ça, les gens vont préférer rentrer le ventre et avoir moins d'air et moins de stabilité plutôt que avoir le bon correctif. Attends, je vais Mhm. reformuler. Je veux Non, pas être c'était clair, hein, moi je l'ai eu. Hein. Je l'ai eu. Non. Bah, mais du coup, c'est compliqué parce que du coup, c'est des idées préconçues qui sont vraiment très présentes en Ah kinésithérapie, oui. c'est-à-dire que c'est mal de faire de l'hyperpressif. Ça, clairement, j'ai l'impression que c'est un peu quelque chose qui est Ouais. rentré. Sauf qu'en fait, maintenant, il y a des sports, et les femmes pratiquent ces sports, et je trouve ça formidable, qui ont besoin d'une certaine pression intra-abdominale à l'intérieur Mhm, pour pouvoir préserver la colonne lombaire. Et mhm. donc après, t'as un peu deux écoles. Moi, je t'avoue que des fois, ça me dérange pas qu'il y ait une petite fuite urinaire sur ton 1RM, sur ton deadlift en fin de séance parce que t'es cramé. Vis-à-vis d'eux, tu n'es absolument pas capable de gérer la tension que ta barre applique sur ta colonne. Sur ta colonne, ouais, bien sûr. Parce que Mhm. du coup, les risques et les bénéfices sont pas les mêmes. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie d'être responsable d'une hernie discale traumatique. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais il y a quand même des thérapeutes qui disent rentre ton ventre et ne prends pas trop d'air lorsqu'ils rééduquent des personnes qui font ce type de sport. Et ça, c'est un problème en fait. Donc dans Athletic Move 2, ce que j'essaie déjà de comprendre, c'est bah, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que la personne fait en fait comme sport et quels sont les besoins de ce sport. Et Mhm. avec la popularité du CrossFit, de l'haltérophilie, il y a une méconception de ce qu'est le bracing, la pression intra-abdominale, comment on la gère, comment on l'intègre, comment on l'entraîne, comment on la corrige, comment on l'évalue, vis-à-vis de fais du stomach vacuum pour renforcer ton transverse, qui est donc l'inverse de ce qu'on veut sous une barre, littéralement. Ouais. Je l'entends encore dire, je le vois en réel. Toutes les semaines, je vois des coachs de CrossFit qui disent qu'il faut faire du stomach vacuum pour renforcer son transverse, pour pouvoir mieux lifter. C'est à dire, mais mec, normalement, c'est ton taf d'apprendre ce mouvement, c'est pas le mien. Mhm, Donc, mhm, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas compris, en fait. Mais à leur mhm. décharge, j'ai défoncé la littérature pour préparer le séminaire. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment Non, pas mais il n'y a pas grand-chose sur le grand-chose dans un sens et dans l'autre. périnée. Hein. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'il n'y a rien non plus qui dit Sur le il faut faire stomach du. vacuum. Ouais, voilà, c'est ça en fait le Oui, truc. Parce que oui. moi, je m'étais intéressé à ça. Parce que par rapport à ce que je pouvais entendre, etc., je m'étais intéressé à ce type oppressif. Parce que, au bout d'un moment, ça me cassait la tête. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je demandais à la personne de faire de l'hyperpressif, elle me revendait le concept du non, mais pour mon périnée, pour mon transverse, faut que je fasse l'hypopressif, etc. Moi, je lui disais demain. Je vous mets derrière une voiture, j'enlève le frein à main, je vous assure, vous n'allez pas rentrer le ventre s'il faut la tenir, la voiture. Hein. Ça va pas marcher. Hein. Et, C'est euh, complètement ça. et C'est du coup, à ce moment-là, je m'étais dit, non, mais c'est pas possible. Si mes paroles, elles marchent pas, il va falloir que je trouve des études qui montrent que c'est pas ouais, vrai. Mais sauf que c'est le néant. Mais du coup, je c'est le comprends néant. pas comment, du coup, on en est venu à dire qu'il fallait le faire, le stomach vacuum, pour préserver la colonne. Parce que là non plus, c'est le néant. Hein. Il y a rien qui le justifie. C'est juste, Ouais. il y a un gars ou une femme je pense, qui, un jour, a dit ça qui a sorti un concept qui devait à peu près tenir la route, et derrière, ça se Mais perpétue de génération en génération, quoi. Mais je sais puis pas tu sais, du tout d'où ça vient. un des bénéfices secondaires du stomach vacuum, c'est d'avoir le ventre plat. Donc il y a aussi une Ouais, popularité alors. qui est... Non mais Pour en voilà. avoir un ventre plat avec un stomac vacuum, enfin, je veux dire, moi, je veux Non bien. mais il est vendu comme ça, tu vois ce que je Oui, veux oui, dire? oui. C'est qu'en fait, tu te dis, mais Mais, les gars, arrêtez. C'est-à-dire, il y a la nutrition, il y a mille autres choses avant, quoi. Et si ouais, t'as un ouais, endobélie parce que t'as de l'endométriose, en fait, laisse tranquille, laisse tes abdos tranquilles avec le ouais. stomach vacuum matin, midi, soir. Parce qu'en fait, du coup, Ouais. en plus, un des... Parce que pareil, il y a hypopressif et hypopressif. Il y a hypopressif stomach vacuum, ton périnée est tel une ventouse, va être remonté énormément. Et il y a hypopressif, je rentre légèrement, je fais un draw-in, donc la manœuvre du draw-in en transverse. Tu as du normopressif, donc on parle, d'accord? Des Ouais. fois, si je tousse, bah, mon périnée va rentrer légèrement, il va m'aider à gérer cette pression intra-abdominale de cette manière. Et puis il y a hyperpressif et hyperpressif. Il y a l'hyperpressif Oui, de je prends une petite prise d'air pour faire mon squat bien sûr. à
50-60%. Puis tu as hyperpressif avec bracing, complet, ceinture, où tu as l'air d'un poisson pour ta Ouais. dernière barre de Bien force rouge. athlétique. Ouais, ouais, Tu bien vois ce que je sûr. veux dire? Ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est pas du tout pareil en fait. Et tout le monde ne doit pas aller sur cet extrême du spectre. Soit pour des raisons pathologiques, c'est-à-dire si tu as un prolapsus, c'est clairement pas la chose qu'il faudra faire en première intention, mais alors vraiment pas. Si tu as des fuites urinaires importantes, pareil, ça va faire partie des choses. On va dire, oh, attends, attends, on va rétrograder sur ta Bien gestion sûr. des pressions pour essayer de voir. Mais en fait, pareil, dans la sémantique de ces termes, on n'a pas vraiment de définition très très claire. Mhm, mhm. Donc Oui, mais voilà, c'est noir ou c'est blanc. C'est soit tu rentres le ventre, soit tu sors le ventre. Donc à partir de là, du coup, c'est c'est ça. C'est voilà. c'est un peu Donc, compliqué. c'est hyper intéressant de débattre. Je pense qu'on a tous notre vision des choses. Je le répète, je ne pense pas que le stomach vacuum est une mauvaise chose en soi. J'ai un rapport très neutre à cet exercice. C'est-à-dire, si ça vous fait plaisir de le faire, c'est une activité qui vous met en joie, qui vous permet de vous mettre en activité 3 fois par semaine pour atteindre vos 150 minutes d'activité physique par jour, je suis joie. Faites-le. Ouais, Il n'y a aucun ouais. problème. Mais en fait, est-ce que vous, en tant que sportif, coach sportif ou kinésithérapeute, est-ce que vous connaissez les demandes des sports que vous êtes en train de rééduquer? Parce que peut-être que là, Ouais, vous êtes en train de faire plus de mal que de bien avec un conseil que vous pensiez bien. Peut-être que ouais. vous ne comprenez pas ce qui se joue sur les prérequis et la demande de ce sport. Et peut-être que ce conseil qui était approprié pour Mireille, 50 ans, qui veut effectivement apprendre à explorer sa cavité abdominale, qui veut aussi peut-être avoir le ventre plat et qu'elle a vu que ça aidait. Bon, si Mireille, ça lui permet de se mettre en activité et que vous calez ça entre un squat et potentiellement 10 minutes de marche, bah parfait, Ouais, j'achète. bien sûr. Mais si vous avez, je sais pas moi, Caroline, 25 ans, RX, en CrossFit, qui a des barres qui avoisinent les 90 kilos, moi, si vous lui dites que ce qui lui manque, c'est de faire un stomach vacuum, on va pas être copains, quoi. Bon, Voilà, l'avantage, c'est que je pourrais rééduquer son dos, moi, une fois qu'il aura c'est vrai, cassé. je te l'enverrai. Mais Non, 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 mais mais c'est non, mais terrible. c'est tout à fait vrai. Et du coup, c'est ça que tu abordes notamment Ouais. dans la rééducation avec Fred. Ok. Ouais, Et- du coup, je vais bien remanier par rapport à l'an dernier, parce que l'an dernier, du coup, j'avais pas assez de pratique à mon goût. Et du coup, les deux gros challenges du périnée, c'est gestion de la charge, gestion des impacts. Et donc, on aura deux grosses parties pratiques pour la gestion de la charge, la gestion de l'impact, avec une petite partie théorie le matin pour expliquer ce qu'est le Oui, périnée, quand même. justement ce que je vous expliquais sur un peu les b.a.-ba à connaître en termes de pathologie, en termes de qu'est-ce que c'est, où c'est, à quoi ça ressemble, pourquoi ça se rééduque un petit peu différemment des autres muscles. Spoiler, arrêtez de le contracter matin, midi, soir. C'est un muscle qui doit être automatique et c'est pas en le contractant qu'il va redevenir automatique, en Ouais. contractant de manière volontaire. Voilà. Donc déjà, si ça peut être dit aussi, C'est passé. ce sera- retenez ça. Si vous ne devez retenir qu'une chose de Périnée, c'est arrêter de le contracter en permanence. Il ne sert pas à ça et c'est pas comme ça qu'on le rééduque. Et du coup, bon, ben, j'ai récolté des questions de femmes, pour le coup. Et du coup, tu vas avoir le droit à y répondre. Allez, Alors, ça parle un peu de tout, hein. Il y en a un, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. On va commencer évidemment par la première qui vient de ma mère. Quelle personne plus yes. importante sur cette terre? Ouais, j'adore. J'adore. Mais du coup, voilà, elle témoignait donc bon là, elle vient de passer, alors attends, 68 2024, donc à 56. Ouais, c'est ça. J'espère que je me suis trompé. Et du coup, elle disait que, donc 56 ans, elle disait qu'elle ressentait de plus en plus de fatigue et donc elle avait de plus en plus de mal à aller s'entraîner. Donc elle pratique ce qu'elle appelle de la gym. En gros, c'est plus un cours cardio-fitness Et basique, c'est très quoi. bien. Voilà. C'est Elle très très bien. pratique ça deux ou trois fois par semaine. Et elle disait que, donc elle a son groupe de copines qui ont à peu près le même âge ou un peu plus âgées. Et qu'elle elle aussi, elle témoignait, voilà. Bah, plus le temps il avance et plus il y a une grosse fatigue quoi voilà Mm. pour se motiver pour faire les exercices et donc du coup elle me demandait si c'était normal, est-ce que c'était juste un manque de sommeil, est-ce que c'était voilà, est-ce que c'était la ménopause forcément parce que à cet âge-là, la ménopause c'est le sujet de conversation numéro un. Donc voilà, et du coup j'ai dit bah je poserai la question. Donc je pose la Très bien. question. Eh ben, pour répondre à ta maman, moi pareil, j'ai pas mal de demandes du côté de ma famille là ces temps-ci. Je sens que tout le monde est en train d'y passer. Euh, la ménopause, en fait, c'est juste la date anniversaire au bout d'un an où il n'y a pas de règles. Donc, Ok. quand on a exclu justement le RAIDS, d'autres pathologies qui peuvent causer une cessation du cycle menstruel. Donc, c'est juste le point de passage. Ça veut juste dire ça. La période bien galère s'appelle la périménopause.
Et celle-ci, elle peut durer entre 5 et 15 ans. Voilà, jackpot pour les plus chanceuses. Et ce qui est extrêmement challengeant pour le corps, c'est cette variation hormonale. C'est-à-dire que il y a de moins en moins d'ovocytes au niveau des ovaires. Et du coup, il va y avoir de moins en moins de cycles menstruels qui vont être ovulatoires, qui vont correspondre au bon niveau d'hormones au bon moment. Donc, il peut y avoir des cycles plus longs, qui peuvent être plus courts. Il peut y avoir des saignements plus importants, moins importants, hémorragiques. Il peut y avoir trop d'œstrogènes, plus assez de progestérone. Donc en fait, il y a plein de patterns qui peuvent se mettre en place. Et c'est ce que j'explique aussi dans l'information. En fait, là, il y a plein d'informations autour du cycle que tous les professionnels de santé devraient connaître à minima pour pouvoir réorienter. Donc par exemple, quand tu saignes pendant 7 jours en continu avec des morceaux énormes dedans, ça, c'est une urgence gynécologique en fait. Voilà, toutes les femmes devraient le savoir, mais des fois, on est surpris quand on voit ce que certaines Mhm. tolèrent par normalité. Donc voilà, donc il faut se retenir qu'il y a énormément de chamboulements hormonaux et qu'en fait, le corps essaye toujours de revenir à un état d'équilibre. C'est le principe de l'allostasie, que tu connais sûrement. Mhm. Donc il y a l'homéostasie où on va juste, on va dire que c'est une fonction un tout petit peu moins élaborée, il y a un stimuli, hop, on essaye juste d'équilibrer. L'allostasie, si on prend un peu plus de hauteur, il y a une espèce de notion d'anticipation. Tiens, il s'est passé ça, donc il faudrait que j'ajuste ça pour que potentiellement, si je me retrouve dans cette situation, j'aurais déjà intégré ce système-là. Donc c'est Mhm. vraiment Mhm. une espèce de IA, donc intelligence artificielle, dans notre corps qui essaie tout le temps de rééquilibrer les choses pendant la ménopause, donc, juste avant la ménopause, pendant la périménopause, la charge allostatique liée aux variations hormonales est énorme. Donc il y a Mhm. énormément de choses qui se passent. Une des plaintes principales des femmes, c'est pas tant qu'elles sont en train de plus avoir de cycle menstruel, ça la plupart des femmes sont assez contentes avec le concept en soi, c'est les symptômes qui sont associés à ce remaniement hormonal. Et il y a plus de 150 symptômes décrits pour la Oui. périménopause. Ça va de l'irritabilité, dépression, anxiété, coup de chaleur, donc saignement abondant, douleurs musculaires partout. Bref, tu as vraiment tous les systèmes. Parce que comme je vous le disais, les hormones sexuelles bah, ont un impact sur tous les systèmes du corps. Et en ce qui concerne la fatigue, en fait, bah, la fatigue, pareil, c'est un concept qui est hyper large. C'est comme la douleur. La fatigue, c'est en lien avec aussi ton état mental. Ça va être ta motivation. Donc, parfois, les gens se sentent fatigués, mais c'est aussi qu'ils ont peut-être un manque de motivation qui peut être aussi causé par cette mésadaptation hormonale. Il faut savoir aussi que les coups de chaleur ou les impériosités mictionnelles, donc le fait d'avoir envie de se lever la nuit ou de se lever 3 ou 4 fois parce que notre vessie fait des siennes, et là encore, c'est un des symptômes de la ménopause, et ben en fait, tu n'as pas un sommeil structuré de qualité, par exemple. Du coup, tu récupères mal. Et potentiellement, les coups de chaleur bah, font aussi que ton sommeil n'est pas structuré. Et potentiellement, tu ne te reposes pas ou ton cerveau n'arrive pas à aller dans les phases de structuration dans lesquelles il a l'habitude d'aller. Donc, tu as vraiment le sommeil en tant que tel qui est perturbé, donc qui peut déjà induire à lui seul un état de fatigue causé par un manque de sommeil. Après, tu as une fatigabilité centrale, dans le sens où ton cerveau, ce qu'il essaye de faire, en off là derrière, c'est de réguler tous les niveaux de dérèglement qu'il est en train de vivre. Donc Mhm. ça déjà, ça crée une fatigue centrale qui est quand même assez importante. Et ensuite, ben, les oestrogènes, elles sont plutôt médiatrices de la dopamine, médiatrices aussi de neurotransmetteurs sur l'humeur, sur la joie, la motivation, ce genre de choses. Et du coup, quand tu fais face à un dérèglement hormonal, eh ben, tu as déjà toute cette envie de qui est beaucoup plus compliquée. Parce que déjà, un, t'es crevé parce que tu dors peut-être mal à cause de tes symptômes. Et deuxièmement, ton cerveau en fond, il peut Mhm. avoir Mhm. un petit fond de fatigue chronique qui peut être causé aussi par le cortisol, qui est plus important pendant cette phase. Tu as de la résistance à l'insuline aussi qui est plus importante, qui peut s'installer pendant cette phase. Donc tout ça, c'est des changements métaboliques qui, une fois encore, vont faire ramer un petit peu le système. Et donc peut-être que oui, aller à une séance de gym qui avant faisait du bien et qu'on le faisait avec plaisir et joie et motivation, bah là, ça peut coûter énormément en termes d'entrain. C'est-à-dire, oui, je sais que ça me fait du bien, mais en fait, j'en peux plus et je suis plus en capacité de faire. Il faut savoir aussi que sociétalement, une femme de 50 ans, elle peut être à l'acmé de sa carrière. Elle peut être cadre sub dans une entreprise, elle peut être justement avec des postes à très haute responsabilité, alors qu'elle est à la pire période de sa vie en termes de santé hormonale, dans le Mhm. sens Mhm. où elle peut expérimenter énormément de symptômes invisibles, incompris, Mhm. et du coup qui la challenge énormément. Donc tout ça peut rajouter à cette lassitude, à cette fatigue chronique, etc. Donc Et si en plus, ça fait partie des désagréments, ouais, malheureusement. on a la bonne idée d'avoir peur de prendre du poids et qu'on a réduit les apports énergétiques à ce moment-là, on a le jackpot. Jackpot, On a le jackpot. jackpot. On empire vraiment la situation, ouais. Ouais, et il y a D'accord. plus d'une femme ménopausée
qui étaient du coup des fois... Parce qu'en fait, il faut savoir que les œstrogènes, donc on parle des œstrogènes, parce qu'il y a différents types d'œstrogènes. Celui qui chute à la ménopause, c'est l'œstradiol. Et c'est aussi lui qui va être moins présent dans les situations de REDS. Mais vous avez aussi l'œstrone et la 17-bêta œstrogène. Alors attends, je sais plus si c'est celle-là. Donc tu as E1, E2 ou 3. E2 qui diminue pendant la ménopause. Mais les deux autres, en fait, sont sécrétés par d'autres tissus, dont le tissu graisseux, dont les glandes surrénales. Donc en fait, tu en as d'autres qui vont médier un petit peu, qui vont moins, qui vont essayer de récupérer ce qui n'est plus sécrété par les ovaires. Et quand on est en situation de REDS, même celle-ci diminue, tend à diminuer. Donc si tu superposes justement une restriction énergétique drastique parce que tu as peur de perdre du poids et qu'on t'a dit qu'il fallait marcher encore plus pour justement pas que tu le perdes, tu amplifies encore plus la crise hormonale que tu es Mhm. en train de traverser pendant cette période de transition et qui est très difficile à diagnostiquer parce que t'as déjà des cycles irréguliers vu que tu es en période de transition au niveau de la ménopause. Donc, Mhm. Mhm. j'ai déjà fait pleurer, malheureusement. Enfin, des fois, c'est dans des interventions comme ça, dans des clubs de triathlon, des clubs de course à pied, des choses comme ça, où en fait, des femmes réalisent que c'est ce qu'elles sont en train de faire, qu'elles sont en train de faire du mal à leur corps, entre guillemets, parce que justement, on leur a pas bien expliqué ce qui était en train de se passer. Et en fait, elles ont pris 20 kilos, elles comprennent pas, et c'est de pire en pire, et donc elles s'affament de plus en plus. Et tu vois, la petite spirale, où en fait, vraiment, au cours d'une intervention, il y a quelqu'un qui est venu me voir déjà à la pause en pleurant, en me disant, si tu savais comme ça résonne, je suis démunie, quoi. Je sais plus quoi faire. C'est la première fois qu'on me parle de ça. Je me plains au médecin, il m'a jamais rien dit. Et c'est glaçant, en fait. C'est Mhm. glaçant Mhm. et tu te rends compte qu'on accompagne très mal les femmes sur cette période-là et elles-mêmes ont très peu de connaissances. Et en fait, pareil, une ménopause, ça se prépare. En fait, déjà, quand tu sais à quoi tu vas devoir faire face et que tu sais que bah, le muscle est une masse métabolique intéressante à garder, déjà, peut-être à construire et qui t'aidera peut-être à transiter un peu mieux cette période. C'est vrai que pour le coup, ben, c'est peut-être à 20, 30 ans que finalement, quand tu fais les bonnes, peut-être que tu as l'opportunité de pouvoir développer une masse musculaire intéressante parce qu'on te propose autre chose que juste rentrer ton ventre pendant 1 heure dans une salle, peut-être que là, on fait des interventions qui sont peut-être bien pour la fin de la vie, genre la ménopause. Ouais. Et je vais plus loin, le squelette. Donc, une des choses qui arrive aussi pendant la ménopause, ça va être l'ostéopénie ou l'ostéoporose. On accumule notre masse squelettique définitive entre 12 et 18 ans. Et donc, si tu fais pas d'impact, et qu'en plus, bah, on t'a dit qu'il fallait être maigre et menu, donc qu'en plus tu superposes ça à une faible imprégnation en oestrogène avec peut-être des règles qui arrivent très tard, bah, finalement, bah, ton squelette osseux, déjà dès la puberté, tu partais pas avec les mêmes chances que ta copine qui faisait du rugby et pour plaquer, il fallait qu'elle ait un peu plus de masse, quoi, par exemple. Ah ouais, Donc ouais, non, complètement. la ménopause, ça se prépare peut-être même à cet âge-là, en fait à cet Mm. âge-là en proposant des activités qui vont aider à avoir du stimuli sur le os, à avoir une masse musculaire qui est développée comme la norme en fait, pas juste bulky, mais juste Mhm. avoir une Mhm. masse Mhm. musculaire que la personne puisse utiliser, quoi. Non, mais en plus, enfin, moi, ça résonne, puisque c'est vrai que, comme on dit, enfin, je sais pas si beaucoup de gens disent ça, mais en gros, je pense que on prépare la guerre pendant les temps de paix. Donc, Ouais, pour se préparer à la ménopause, c'est pas pendant la ménopause. C'est tout quand, à fait. entre guillemets, tout va bien. Donc, entre 15 et 30 ans, quoi, où ça va à peu près, quoi, qu'on prépare ces Mm, moments-là où mm. il va falloir affronter des turbulences, autre chose. Donc, ouais, je pense Massive. que Massive. Je Ouais. pense qu'il voilà, c'est pendant cette période-là où on est en paix, globalement, que notre corps il nous laisse à peu près tranquille, qu'il faut préparer le moment de guerre qui sera la ménopause. Donc, ouais, je pense que c'est bien d'en parler un peu avant. Et du coup, Euh, si je devais donner un conseil à ta ouais, maman, peut-être, enfin peut-être qu'elle ne en demande pas, mais en tout cas, ce que j'aimerais retenir, c'est aussi de se déculpabiliser. Il y a des périodes comme ça où c'est OK d'être fatigué. Et peut-être que le ouais. bénéfice, c'est de s'écouter, en fait, à cette période-là, parce que votre corps, il fait face à un énorme défi, un énorme challenge. Et c'est pas en se mettant encore plus la pression, en se forçant, en se levant plus tôt pour aller à ce fameux cours de gym, alors ce qu'on a besoin, c'est peut-être de dormir plus, par exemple. Ben, en fait, il faut être confortable en se disant, OK, c'est temporaire. Déjà, c'est temporaire, ça fait du bien de le rappeler. Et, d'essayer de se reconnecter à est-ce que là je me pousse et je suis suffisamment disciplinée pour y aller? Est-ce que c'est une activité qui me fait du bien pour le côté social ou est-ce que là en fait j'y vais pas pour les bonnes raisons entre guillemets? Donc vraiment se foutre la paix aussi parfois c'est important quoi. Et s'autoriser à souffler un peu. Et pourtant je prône l'activité physique mais Ouais, dans ouais, non, certaines mais des fois, situations il faut. il faut juste s'écouter. Ok, deuxième question.
Alors là, elle vient d'une professionnelle de santé. Est-ce qu'on accompagne mieux les femmes sur les sujets féminins quand on est une femme? Ou y a-t-il des subtilités qui vont au-delà de l'expérience personnelle? Je Ça, pense c'est- que elle est très intéressante cette question. Je vais essayer de te la faire courte parce que je sais que tu aimes bien les podcasts courts et là, on a déjà dépassé. Non, mais ça. Euh, oui et non. Fais-nous une réponse, Oui et une bonne non. réponse. C'est ça que j'aime surtout. Les bonnes réponses. Ok. En fait, je pense que l'expérience personnelle ne suffit pas à bien soigner les femmes. Donc peut-être que je vais te la tourner dans l'autre sens. Être une femme ne suffit pas pour bien soigner les femmes. Donc à partir de ce postulat-là, qu'on soit femme ou homme, si on a les compétences nécessaires et les connaissances nécessaires, c'est surtout ça, Mhm. euh, moi je pense que ça peut être neutre. Par contre, effectivement, en tant que femme, on peut comprendre certaines choses que peut-être en tant qu'homme, on a peut-être du mal à concevoir. Mais je vais te donner un autre exemple, ou une autre question peut-être. Est-ce que une personne qui n'a pas de pénis, par exemple, ne devrait jamais être, par exemple, proctologue ou juste faire de la chirurgie au niveau Mhm, mhm, pénien, tu vois, tout mhm, mhm, simplement. mhm. Oui, une femme ne pourra jamais se représenter, par exemple, le poids d'un pénis sur son bas-ventre, qu'est-ce que ça fait en termes de tension, etc. Au même titre que les hommes ne peuvent pas expérimenter qu'est-ce que ça fait d'avoir un urètre qui est placé devant, avec un vagin, etc. Mais pour autant, est-ce qu'on peut ne pas le comprendre? Moi, je pense que c'est le prérequis, c'est avoir les connaissances. Vous allez avoir un petit plus si Il y a vous une être une femme, parce que sensibilité. du... Exactement. Mais un autre parallèle que je pourrais vous faire, est-ce que parce que tu n'as jamais fait de judo, tu ne peux pas rééduquer un judoka? Alors, ouais, Tu vois? Par contre, quelqu'un qui a fait du judo à très bon niveau va être extrêmement pertinent si en plus il a les connaissances. Mais c'est pas bien parce sûr. que tu as été judoka que tu vas être un bon rééducateur des judokas. Il faut qu'il y ait les deux. Donc clairement, ça va être un plus. Et je vais être très honnête avec toi. Je sais il y a des hommes qui sont très compétents sur la santé de la femme ou sur le cycle menstruel qu'on n'écoute pas ou qu'on ne veut pas en conférence parce que ce sont des hommes. Ouais, ouais. Et du coup, il y a de la discrimination, mais c'est parfois militant avec des choix par rapport aux conférenciers. Les femmes sont moins représentées sur la scène scientifique déjà de base. Si en plus on ne les met pas en valeur sur des sujets qui sont pour les femmes et qui ne sont pas portés par les femmes, alors non pas, je veux pas qu'on s'enferme avec des logos roses, d'accord? Mais parfois c'est peut-être effectivement mieux reçu, mieux perçu quand c'est amené par une femme. Parce que du coup, là, j'avais vu un podcast où c'était un homme qui parlait un petit peu du cycle menstruel. Et les commentaires étaient comment ça se fait que c'est un homme qui nous explique comment faire. Je pense qu'il y a une question de forme, il y a une question de peut-être pas dire on quand on n'a Ouais, pas de cycle menstruel, tu vois, peut-être ouais. déjà ça. Mais clairement, le meilleur parallèle que je puisse te faire, je pense que être une femme ne suffit pas pour bien soigner les femmes. Et si tu as les compétences et que tu es intéressé, en tant qu'homme, tu peux faire un très bon boulot. Et j'ai déjà des retours de femmes aussi qui me disent que les hommes, ils se mettaient plus à la place des femmes certaines fois pour comprendre les douleurs, pour comprendre les fuites urinaires. Ils étaient vraiment très précis dans leurs questions. Et des fois, ils se sont sentis mieux soutenus et entendus et comprises par quelqu'un qui n'expérimentait pas leurs symptômes, c'est-à-dire par exemple des douleurs de règles, qu'une gynécologue qui leur disait, bah, ça va, nous aussi, on a ça et on s'en plaint pas. Donc, Ok, le genre ne suffit pas. Voilà. ok. Ensuite, physiquement et mentalement, à quoi une femme sportive est-elle plus exposée qu'un homme? Bon, je crois qu'on a pas mal développé ça, hein. Ouais, ça, il Mais y en les dictates de a. l'apparence, c'est énorme. Je dirais que ce qu'on sous-estime énormément, c'est l'accès aux ressources aussi. Je pense que tu l'as mentionné un petit peu, mais le manque de professionnalisation du sport féminin est un vrai Mhm, problème. Ce mhm, qui fait qu'en fait, pareil, tu vois, on va te dire, ouais, les femmes se blessent plus, elles ont plus de ruptures du LCA, et en plus, ouais, bingo, c'est encore la faute des oestrogènes, c'est pendant l'ovulation, etc., etc. Je suis pas... Bref, c'est un autre sujet, ça. Mais en fait, est-ce que en fait elles ont pas deux tafs aussi pour la plupart? Parce qu'en fait, ben, Ouais. juste pour vous dire, au plus haut niveau de football féminin français, il y a 3 clubs qui sont professionnels. Et en plus, je suis même pas sûre qu'ils ont professionnalisé l'entièreté de leur effectif. Donc les autres, elles ont un petit taf à côté, peut-être à mi-temps certes, ou alors des ajustements. Mais en fait, leur C'est une taf, charge, quoi. c'est une charge mentale. Donc en fait, est-ce Mhm. que vraiment la survenue des blessures, elle n'est pas en lien avec ça? Donc je dirais qu'on fait face à beaucoup d'inégalités, que ce soit sur le temps de parole, que ce soit sur le temps de médiatisation, que ce soit sur l'accès à des professionnels qualifiés en termes d'entraînement, par exemple, que ce soit un accès à des données pour nos entraîneurs de qualité, bah, elles existent difficilement. Donc, il y a énormément de choses. Et puis, il y a cette dictate de l'apparence où vraiment, s'il vous plaît, laissez les femmes être ce qu'elles sont. C'est-à-dire, quand je vois une Ilona Maher, donc pour ceux qui ne savent pas qui c'est une des meilleures rugbywomen, je pense, hein, de cette décennie. Donc, elle est joueuse de l'équipe des USA, donc rugby à 7. C'est une carcasse, je vous dis même pas, elle doit faire 2 mètres. Ouais. Et oui, elle a un IMC au-dessus de 30.
d'accord? Ouais. Mais bon, bah, je pense qu'elle a la masse musculaire qui va avec. L'IMC, c'est pas du tout un bon prédicteur pour ces profils-là, typiquement. Et en fait, il y a des gens qui lui disent qu'elle est grosse. T'as envie de dire, mais t'as vu ce qu'elle fait sur le terrain? T'as Ouais. vu à quelle vitesse elle court? T'as vu comment elle est agile? Et en fait, je sais pas, laisser les femmes être ce qu'elles sont, en fait. On est mille autres choses qu'un physique. On n'est pas là pour plaire aux autres aussi, tout simplement, en tant qu'être humain de base sur Terre. D'accord? Si déjà vous vous plaisez à vous-même, c'est déjà bien. Et Ouais. en fait, les autres, on s'en fiche, quoi. Et vraiment, laisser les femmes faire leur sport pour ce qu'elles ont envie de faire, peut-être pour explorer leur corps, participer à ça en choisissant la bonne narration aussi. C'est ce qu'on disait. Arrêtez de vendre des trucs ventre plat. Désolé, mais c'est bon, quoi. On n'est pas qu'un ventre sur pattes. Notre ventre, il peut être un peu gros des fois et c'est OK. Et vous savez quoi? Bah, quand on est enceinte, ça Il nous grossit. arrive aussi et c'est OK, quoi. Ouais. Et après le postpartum, bah, c'est hyper challengeant, justement, parce que tu retrouves pas forcément un ventre plat. Ouais. Et tu as l'impression que c'est ce qu'il faut avoir. Donc, laissez les femmes être ce qu'elles sont, avec la manière dont elles ont envie de s'habiller, la manière dont elles ont envie d'être musclées, la manière dont elles ont envie de pas être musclées aussi, c'est OK. Juste qu'elles aient accès à des professionnels qui sachent les accompagner avec un discours qui va pas aggraver leur situation. Ça, c'est important. Eh ben, tu viens de l'évoquer pour la dernière question. Qu'en est-il du sport en postpartum? Est-ce qu'il y a des recommandations ou plutôt des interdictions, des contre-indications par rapport au postpartum? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire et de pas faire, en gros? Alors, je suis pas la plus grande des spécialistes sur la femme enceinte et le postpartum. Je pense que j'ai déjà beaucoup de sujets à mon arc, mais voilà, pour répondre un peu simplement quand même. Euh, je vais faire un parallèle avec le LCA, tu sais, sur le retour par critère versus le Ouais, retour par délai. ouais, Pour le retour au sport, alors pour peut-être les personnes qui ne sont pas dans la santé qui nous écoutent, il y a un débat sur le retour à la performance, au sport ou même dans l'avancée dans la rééducation pour une chirurgie post-ligament croisé. Est-ce qu'on doit juste attendre sagement les délais, c'est-à-dire qu'on est en troisième semaine, donc on fait ça, puis quand on sera à la quatrième semaine, on fera ça, etc., etc. Ou est-ce que si l'individu récupère bien, si X, Y raison, on ne s'autorise pas à plutôt regarder les critères? C'est tout à fait ce qui est en train de se passer. En tout cas, moi, je participe grandement à. Enfin, pour moi, c'est une philosophie que j'adhère complètement vis-à-vis de la femme enceinte. On ne doit pas spécifiquement attendre 6 semaines pour faire quelque chose. C'est que nous, même en tant que kiné, on nous envoie personne avant 6 semaines comme si on allait détruire des trucs, alors qu'en fait, les nanas, elles vont porter leur bébé, par exemple, tu ouais. sais. Et en fait, tu vois, elles ont peut-être pas du tout de notion. Donc, je te parlais de bracing. Typiquement, porter un bébé manutentionner un bébé ou en maxi-cosy, ou alors gérer tes deux enfants si tu en as déjà un en bas âge, plus un nouveau avec un maxi-cosy à porter, si tu ne sais pas comment faire juste en postpartum, bah, en fait, pourquoi on voit pas ces gens-là? On va pas, faut se détendre, hein, on va pas leur faire faire des séances du siècle, mais juste euh, bonne installation pour l'allaitement, bonne installation, enfin bon prérequis pour porter les enfants, tu vois, je parle même pas de sport. Moi, je trouve que ça devrait être déjà des choses dès les premières semaines. Le retour au sport, il se fait par rapport à l'accouchement. Tous les accouchements ne se valent pas, donc ça dépend énormément de est-ce qu'il y a eu des déchirures par exemple, est-ce qu'il y a eu des épisiotomies, est-ce qu'il y a eu des complications avec le placenta, est-ce qu'il y a eu des complications déjà pendant la grossesse, est-ce que c'était une grossesse à risque, est-ce qu'il y a eu une césarienne. Mais en fait, je trouve qu'on est trop précautionneux à la fois pendant la pratique du sport, pardon, on est beaucoup trop précautionneux pendant que la femme est enceinte. C'est-à-dire que, attention, il faudrait quand même pas trop qu'on fasse quelque chose. Là, il y a un super essai randomisé contrôlé qui a été fait sur les manœuvres de Vasalva, donc justement le bracing enceinte. Et en fait, du coup, elles n'ont pas du tout empiré quoi que ce soit. Elles n'ont pas Mhm. d'augmentation de pression intravasculaire, de pression pardon, artérielle. Donc, en fait, c'est pas dangereux comme on a pu le croire. Donc, de plus en plus, l'activité physique, c'est pourvoyeur d'énormément de bénéfices pendant la grossesse. Et après, ben, en fait, il faut se dire que la femme va faire, la maman, la jeune maman va avoir énormément de défis. Si en plus vous lui enlevez peut-être une activité qui lui permet de voir le soleil, qui lui permet de voir des amis, qui lui permet de reprendre confiance en son corps, d'expérimenter son nouveau corps, en fait, bah là, on fait plus de mal que de bien. Donc, tout est une question d'adaptation. Ne le faites pas seul. Même Mhm. si honnêtement, je pense que les femmes, il y a certaines études qui montrent ça, elles sont assez OK sur ce qu'elles tolèrent et ce qu'elles tolèrent pas. Elles ont assez vite une bonne connaissance de ah non, là, je sens que ça pèse trop sur mon périnée, je suis allée trop loin aujourd'hui, j'ai marché trop longtemps, etc. Mais on peut commencer tout à fait, s'il n'y a pas de contre-indication énorme, à marcher, à commencer un réveil musculaire au niveau de la sangle abdominale, à faire des exercices type lever de chaise, ponté bustal, ce genre de choses de manière assez tôt. Et ensuite, eh ben, c'est vraiment un retour graduel en Progresser. fonction du sport qu'on a envie de pratiquer. Soyez
conscient des contradictions de la maman vis-à-vis de ce qu'elle a expérimenté. Comme je vous le disais, il y a des grossesses qui se passent pas bien, il y a des délivrances qui sont problématiques. Et ben ça, c'est ça qui doit guider clairement le retour au sport. Le reste, bah dites-vous que plus elles seront éloignées de l'activité physique, et ben je vous renvoie au début du podcast. Ouais, Malheureusement, bah, c'est encore un accès qui va être moins bon à une masse métabolique qui est très intéressante, comme le muscle, ouais. qui pourtant lui serait fortement utile pour justement tenir son bébé, bien récupérer de son accouchement, etc. Donc le plus vite est le mieux pour moi, mais tout est une question de dosage, de progressivité et de type d'exercice. Mais clairement, c'est faites-vous accompagner. Il y a des personnes qui le font à distance, il y a des personnes qui le font très bien en présentiel. Et toute personne qui vous dira qu'il faut arrêter le sport, de toute façon, pour moi, est une personne à fuir. Voilà. Tu sais quoi, voilà, fin de, euh, Fin de citation. voilà, fin de citation. Et on arrive à la dernière question, qui est la question du podcast. Celle-là, c'est la mienne. Bon, j'ai une petite idée, mais imaginons que je te donne les pleins pouvoirs. Du coup, tu deviens dictatrice en France et tu dois imposer quelque chose aux Français et aux Françaises pour améliorer leur santé. Quel choix tu fais? Euh, J'ai vu que tu disqualifiais tes auditeurs quand on disait qu'il fallait mettre du sport, donc je vais pas dire ça. J'ai pas envie Ah d'être oui, juste, disqualifiée. t'as arrêté à dire oui, pratiquer une activité physique, ouais, c'est trop, c'est C'est trop disqualifié. facile. Et- Non, par contre, j'implémenterai la santé des femmes dès le plus jeune âge. Il y a des super études australiennes là, qui ont été faites. On appelle ça la littératie. Donc, c'est la connaissance sur des principes de santé vis-à-vis de la population générale. La littératie sur le cycle menstruel donc c'était une population entre 12 et 15 ans. Et en fait, les scores de connaissances ont explosé. Ça, c'est déjà très bien. C'était le but de l'intervention, donc tant mieux. Par contre, le niveau de bien-être des hommes, enfin des jeunes garçons et des jeunes filles a explosé aussi. Et ça, ils s'y attendaient pas. Donc en fait, juste le fait de donner accès à des ressources sur c'est quoi mon corps, à quoi il sert, c'est quoi le corps des copains aussi, qu'est-ce Mhm, qu'il a de différent, qu'est-ce qui se passe quand mon amie a ses règles, comment je peux l'aider, quand elle a mal, qu'est-ce que c'est pour ça peut-être que des fois elle est moins concentrée, comment je peux l'aider, etc. Moi, je trouve ça, mais c'est du pain béni et toutes les générations devraient avoir des heures là-dessus, donc de littératie en santé. Et en particulier sur le cycle menstruel, je pense que ça peut être plus qu'utile. On l'expérimente largement tout au long de... Chaque femme l'expérimente largement tout au long de sa vie. ouais, pendant un Et petit moment. que chacun puisse être conscient de ce qui se joue, que les hormones, c'est utile, ça ne sert pas qu'à faire des bébés. Mais Mhm, voilà, il y a mhm. plein de sujets qui peuvent vraiment dérouler de ça. Et pour moi, ce serait une intervention que je mettrais en place de manière systématique au collège, disons. Voilà. Ah ben voilà. J'ai déjà les supports et tout. Vous pouvez me contacter. Je, je, j'ai le Carrément. devis qui est prêt. Voilà, c'est bon. Tout est vrai. Bon, ben voilà, parfait. Et ben écoute, je te remercie d'avoir pris le temps de venir partager toutes ces connaissances autour de la femme sportive avec nous sur le podcast. Et je pense que il y a beaucoup d'informations qui vont pouvoir aider beaucoup de femmes et d'hommes dans le Mm, sens où ça peut les aider à mûrir et à faire grandir les idées sur les prises en charge et la nécessité de se former sur ces sujets-là. mm. Donc merci beaucoup. Bah, merci à toi pour l'invitation et puis pour ta bienveillance aussi. Je t'ai trouvé hyper ouvert et vraiment très chouette aussi dans tout ce que tu as proposé pour les femmes. Donc ça fait trop plaisir de voir voilà, que tout le monde se sent concerné parce que le problème sur les femmes, Ouais, c'est que parfois les hommes ont tendance à pas se sentir concernés, mais en fait, c'est pas une histoire de genre, c'est juste on a des différences, c'est cool d'humain. si chacun peut faire avec. Voilà, c'est ça. Merci Parfait. Valentin.